Bonsoir à tous. On va commencer avec les 5 minutes de retard réglementaire. Je me présente, je m'appelle Cyril Olaizola. Je fais partie de l'équipe de BCA, de l'association qui organise ce congrès. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cet atelier, un atelier qui a été confectionné par rapport à l'ensemble des abstracts que l'on a reçus et qu'on a pu réunir aujourd'hui au même moment par rapport à cette thématique qui est importante depuis pas mal d'années au niveau réduction des risques, qui est l'analyse de drogue et en tous les cas de savoir comment faire de la réduction des risques et donner des informations sur des produits que l'on peut identifier. Alors, je vais donner la parole en premier à Hélène, c'est ça? Donc, je vais te laisser commencer. Donc, sur la veille sanitaire sur les substances psychoactives et leurs conséquences cliniques. Donc, bonjour. Je sais pas. Ça marche. Donc, merci de nous avoir proposé de participer à votre table ronde. Donc, en fait, moi, je vais rester sur le réseau d'addictovigilance. Je vais vous présenter le réseau. Et puis, pour rester un petit peu dans la thématique, vous présenter également une alerte que l'on a fait en relation avec l'analyse synthèse. Donc, moi, je suis responsable du centre d'addictovigilance de Montpellier, mais j'ai également une autre casquette. C'est que je suis également coordonnateur synthèse pour la région Aix-Languedoc-Roussillon. Donc, j'ai beaucoup d'interactions avec Sabrina et puis beaucoup avec les CARUD au niveau de notre région et sous-région. Alors, qu'est-ce que c'est que l'addictovigilance? Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y en a qui connaissent un peu. C'est un système de surveillance en santé publique. C'est une vigilance sanitaire et qui est orientée sur la surveillance et l'évaluation de l'abus de la dépendance. Donc, il faut savoir que le réseau d'addictovigilance français est un réseau unique en Europe et dans le monde parce qu'il n'y a pas d'organisation décentralisée de surveillance justement des complications en lien avec l'usage de substances psychoactives. Donc, en fait, l'objectif, c'est de surveiller, d'évaluer, de prévenir et de gérer le risque des cas d'abus de dépendance, d'usage détourné, que ce soit lié à la consommation de médicaments, de produits psychoactifs non médicamenteux, à l'exception de l'alcool et du tabac. Donc, il y a 3 grandes missions. La première étant de recueillir et d'évaluer les cas, d'informer sur les risques et puis de mener des travaux d'expertise et de recherche. Donc, on travaille sur tous les produits psychoactifs, que ce soit des médicaments, des produits non médicamenteux, les NPS, bien sûr, des plantes, champignons hallucinogènes, l'ayahuasca, l'iboga, l'époque, la datura, voilà, toutes les plantes qui peuvent avoir un effet psychoactif. Récemment, la noix de muscade aussi à forte dose, qui a un petit effet psychoactif. Voilà. Comment? Léger, mais bon. À forte dose, on a eu un cas quand même assez grave à forte dose. Il a pris beaucoup de noix de muscade. Alors, donc, notre réseau d'addictovigilance, il est composé de 13 centres régionaux, plus ou moins bien répartis sur le territoire national. Voilà, ma collègue de Nancy travaille avec tout le Grand Est, alors que nous, à Montpellier, on travaille avec la région Languedoc-Roussillon, qui va de Montpellier à Mende, mais qui inclut quand même Perpignan. Donc, on a quand même pas mal d'activités, et en lien avec nos collègues de Toulouse pour la région Occitanie. Donc, on est sous la tutelle administrative de l'ANSM, qui est l'Agence du médicament, pour les médicaments, et puis l'échelon européen toujours pour les médicaments avec l'Agence européenne du médicament. Et puis Sabrina vous parlera également du point focal pour l'OFDT. Donc c'est une vigilance à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que tous les professionnels de santé qui constatent des cas d'abus de dépendance avec des produits doivent en faire la déclaration à notre réseau. L'objectif n'étant pas d'avoir des cas et de les laisser dans un tiroir, l'objectif étant de faire une veille sanitaire. Tout à l'heure, on parlera de veille toxicologique. Nous, c'est une veille sanitaire pharmacologique. L'objectif étant de recenser de l'information sur les usages pour éventuellement en faire un retour ou en tout cas prendre des décisions. Alors, quelle situation pour l'addictovigilance? Donc, je vous l'ai dit, les médicaments détournés de leur usage et consommés de façon abusive ou addictive. Le médicament a quand même un aspect réglementaire, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Bien sûr, toutes les substances non médicamenteuses, mais dans ce cas-là, on ne va pas évaluer la consommation, ce n'est pas du tout notre rôle. Nous, on évalue les complications, vous allez le voir, liées à la consommation de ces produits. Et puis, toutes les complications, et puis largement, toute situation qui peut interpeller le déclarant, un usager qui va
mâcher des patchs de fentanyl, comme il mâcherait un chewing-gum, par exemple, l'administration via le parachute, voilà, enfin, tout ce qu'on peut observer qui nous alerte et qui vous alerte. Donc, bien sûr, cette vigilance, elle est indispensable pour identifier ce qu'on appelle des signaux, c'est-à-dire que dans un bruit de fond d'une consommation de produits, on voit apparaître brutalement une augmentation de certains événements indésirables, comme je vais en parler tout à l'heure, par exemple les complications neurologiques sous protoxyde d'azote. Alors bien sûr, puisqu'on est dans un atelier d'analyse de produits, vous allez voir que des fois, pour confirmer que c'est bien le produit X ou Y qui a été à l'origine de l'effet, on peut faire des analyses, soit des analyses toxicologiques sur sang-urine, soit des analyses de produits via synthèse ou via des systèmes de réduction des risques. Alors pourquoi surveiller ces substances psychoactives? Vous le savez, hein, parce qu'en fait, ces substances se renouvellent sans cesse. Les substances utilisées aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qui seront utilisées demain. Il n'y a qu'à voir avec les catinones de synthèse. On a une évolution, on est passé de la 3-MMC à la 3-CMC, à l'alpha-PHP, etc. Donc il y a une évolution. Beaucoup de développement de NPS, par exemple les dérivés de la kétamine NPS qui apparaissent sur le marché. Des modalités d'utilisation, je vous le disais, bon, il y a classiquement les voies nasales, intraveineuses, mais on a d'autres voies d'administration, d'autres modalités d'usage et des populations. Alors on peut parler des mineurs qui consomment de plus en plus, des femmes aussi, du risque pendant la grossesse. Voilà. Donc tous ces éléments nous incitent à surveiller ces consommations. Alors, au niveau des centres d'addictovigilance, en fait, on a deux approches complémentaires qui nous permettent d'évaluer finalement les risques liés à un usage de produits. L'approche individuelle avec ce que certains connaissent, qui sont les notifications spontanées, qui sont donc des cas qui nous sont envoyés et qui nécessitent des fois un avis médical ou pharmacologique, c'est-à-dire pour notre rôle en tant que pharmacologue, c'est de pouvoir répondre aux personnes qui nous contactent en nous disant, voilà, on a tel effet, est-ce que cet effet peut être en lien avec la pharmacologie de la substance? Si vous nous dites que quelqu'un qui a pris un amphétaminique a des troubles dissociatifs, on va essayer de chercher quel est l'amphétaminique utilisé. Est-ce que c'est vraiment le produit? Est-ce qu'il y a eu un produit de coupe? Est-ce que ce n'est pas du tout ce même produit? Donc en fait, en fonction des effets, nous, on peut tout de suite se orienter vers tel ou tel produit consommé. Voilà. Et puis après, l'approche populationnelle, alors peut-être que vous en avez entendu parler, soit avec nos enquêtes nationaux d'addictovigilance, nos rapports nationaux d'addictovigilance, des rapports d'expertise, puisqu'en fait, vis-à-vis de la NSM, nous sommes des experts, c'est-à-dire que nous avons des profils qui nous permettent d'expertiser des problématiques qui peuvent être observées. Par exemple, Montpellier est le centre référent pour l'évaluation des risques liés à la cocaïne. Donc on a fait beaucoup de travaux, je vais en parler après, en lien avec cet usage de cocaïne et les complications associées et avec beaucoup d'interactions avec, vous allez le voir, beaucoup d'institutions. Et après, le réseau des centres d'addictovigilance, pour justement recueillir un maximum d'informations, a mis en place des outils qui sont des enquêtes épidémiologiques qui permettent de caractériser, par exemple, les typologies d'usagers et les produits à risque. Alors pour ceux qui travaillent en XAPA ou en CARUT, parce que vous avez passé au mois d'octobre l'enquête Oppidum, comme tous les ans, et bien en fait, l'enquête Oppidum, c'est un outil du réseau des centres d'addictovigilance coordonné par le centre de Marseille et qui est décliné dans toutes les régions et qui nous permet, avec 5000 patients inclus par an, d'avoir quand même des données importantes sur les consommations et les usages de produits. Donc là, vous avez justement tous les acteurs qui travaillent avec nous. Donc, bien sûr, il y a les usagers, il y a les services hospitaliers, il y a les professionnels de santé de ville, les médecins, les pharmaciens, les bases de données médicales, bien sûr les XAPA, les CARUD, la police et la justice dans certains cas, et puis bien sûr toutes les structures d'identification de substances, et avec tous nos outils. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des notifications spontanées, d'Oppidum. Il y a bien sûr l'enquête DRAM sur les décès, qui est très importante et qui nous permet d'avoir des informations sur les décès, même si cette enquête n'est pas exhaustive, parce qu'on n'a pas non plus tous les décès qui sont expertisés. Et puis l'enquête OSIAP, qui est une enquête qui est très importante aussi, qui sort un peu du champ d'activité des structures XAPA-CARUD, puisque c'est une enquête qui se fait auprès des pharmaciens d'officine, l'objectif étant d'identifier les ordonnances suspectes qui pourraient être des indicateurs d'abus. Et le signal qui a été objectivé avec l'enquête OSIAP récemment il y a quelques années, c'était la prégabaline.
Alors voilà, on a commencé à avoir quand même des problématiques de prégabaline par des ordonnances présentées dans les pharmacies, qui étaient des ordonnances fausses, et ça a pris une ampleur très 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 importante, puisque en été 2019, on avait 2 ou 3 ordonnances falsifiées par semaine qui nous arrivaient avec de la prégabaline. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Là maintenant, c'est plutôt le tramadol et la codéine. Donc en fait, les points forts de ces outils, c'est que quand on va analyser un risque lié à l'usage d'un produit, on va analyser tous ces outils et on va faire une complémentarité de ces outils qui vont nous permettre de voir où se situe le produit. Donc je vous disais, la prégabaline, au début, c'était surtout les ordonnances falsifiées. Si on prend la cocaïne, on la retrouve dans Oppidum ou dans Drame. La méthadone, pareil. Donc voilà. Et donc on n'a pas du tout les mêmes profils d'usagers. Au départ, les usagers consommant de la prégabaline, on ne les voyait pas en Xapa. Puis après, petit à petit, ils sont venus vers les Xapa. Pareil, les catinones de synthèse arrivent maintenant vers les Xapa, les carudes. Au début, on ne les voyait pas. Donc ça permet de combiner ces outils pour pallier les limites individuelles, d'avoir des accès à des informations, et le territoire français. Et ce que je n'ai pas dit aussi pour Bordeaux, c'est qu'on travaille aussi avec certaines zones des DOM-TOM, hein, c'est le centre de Bordeaux qui gère les DOM-TOM pour avoir des données, par exemple de Mayotte avec la chimique. Donc ce sont quand même des éléments très importants. Alors, pour étayer un petit peu mon propos, j'ai mis quelques exemples. Donc, le tramadol, vous connaissez tous, hein, antalgique opioïde dit de palier 2, largement détourné de son usage. Et voilà les données récentes d'addictovigilance. Donc, si on regarde les ordonnances falsifiées, c'est la 4e molécule la plus citée. Oppidum, c'est l'un des antalgiques opioïdes les plus consommés en 2019. Les notifications spontanées, on est passé de 85 en 2015 à 236 en 2020. Drame, c'est quand même le 2e antalgique opioïde après la morphine induisant des décès. Et puis, les décès toxiques parentalgiques. Alors, la différence entre Drame et les décès toxiques parentalgiques, c'est que les décès toxiques parentalgiques concernent des usagers qui ont consommé des opioïdes en dehors d'un cadre d'abus potentiel et qui ont fait un surdosage accidentel, alors que Drame, c'est en relation avec l'abus. Et on voit que dans le DTA, pour les décès accidentels, mais qui inclut quand même les suicides, le tramadol, c'est quand même le premier antalgique opioïde identifié. Donc il y a quand même un gros problème de santé publique avec cet antalgique qui induit beaucoup de dépendance et voilà, qui doit être surveillé. Et c'est ce qu'on fait. Il y a un énième rapport qui encore va être présenté à la NSM bientôt. Autre produit, donc ça c'est un exemple de produit qui n'est pas destiné à l'usage humain, c'est le protoxyde d'azote. Donc vous savez, le protoxyde d'azote, c'est ce gaz qui au départ était utilisé par les très jeunes avec des petites cartouches. Et puis quand on a interdit la vente des cartouches aux mineurs dans les grandes surfaces, etc., des cartouches qui permettent de faire de la crème chantilly, ils ont allé vers l'achat de grosses bonbonnes sur Internet. Une bonbonne contient entre 30 et 40 cartouches. Du coup, on est passé par exemple de 3 cartouches par jour à une bonbonne, puis 2 bonbonnes, etc. Et vous regardez là les notifications qui ont été reçues par le réseau des centres français d'addictovigilance. Vous voyez qu'entre 2019 et 2021, le nombre de notifications qui a été récolté par notre réseau a été multiplié par 10. Et donc, en fait, nous, je vous disais tout à l'heure, on n'évalue pas les consommations. Mais quand il y a énormément de consommation, forcément, on va avoir des cas, parce qu'il arrive un moment où on a des complications. Et en fait, les principales complications que l'on a recensées, ce sont des troubles neurologiques qui peuvent aller de paresthésie, picotement dans les mains, dans les pieds, à de véritables paralysies ascendantes avec des usagers très jeunes qui se retrouvent soit en fauteuil roulant, soit avec un déambulateur. Des fois, c'est irréversible. L'atteinte neurologique est tellement importante que ça peut être irréversible. Des troubles thrombotiques, on a observé des thromboses, et récemment des troubles psychiques avec de l'anxiété, de l'agitation. Voilà, donc c'est ce focus des complications psychiatriques. Et dans les complications psychiatriques, on voit plus d'hommes. Donc on avait fait un communiqué pour justement, c'était en 2022, pour rappeler les conséquences néfastes de cette consommation qui pose problème parce que ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un produit illicite, c'est ce qu'on appelle un produit de consommation courante. Il faut savoir quand même qu'aux Pays-Bas, qui ont une législation assez libre hein, sur les substances, le Pays-Bas a interdit le protoxyde d'azote. Donc ça montre bien qu'il y a certainement un potentiel de mésusage qui est quand même très très important.
Alors la cocaïne, donc la cocaïne, je ne vous la présente plus, hein, mais toujours très très prévalente en termes de consommation et également dans nos notifications. En 2021, on a analysé plus de 1000 cas liés à la cocaïne sur l'année. On voit que là, vous avez les notifications, on voit très clairement que ça a augmenté depuis 2015-2016. Toujours le même profil des hommes, 35 ans, 50% d'usagers quotidiens, association avec l'alcool, ce qui entraîne des complications cardiovasculaires importantes. Et puis, les principales complications liées à l'usage de cocaïne, ce sont les complications psychiatriques, neurologiques et cardiovasculaires. Donc, le signal récent, c'est l'augmentation des consommations pendant la grossesse avec des complications materno-fétales très graves. Et puis, on a vu apparaître, vous l'avez là, les intoxications pédiatriques. Donc, pour corroborer nos données, on a analysé le PMSI, hein, qui est la base de données médico-administrative hospitalière, qui montre également qu'il y a une augmentation d'intoxication pédiatrique et une augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations dans la population adolescente. Donc en fait, on a travaillé avec beaucoup d'autres institutions par rapport justement à cette problématique de cocaïne, avec la MILDECA qui nous a demandé de faire des petites capsules vidéo sur l'usage de cocaïne, avec la MILDECA également qui nous a demandé de faire des articles, c'est le premier sur les complications infectieuses, avec la Fédération Addiction par rapport au projet EPOC, ça c'est Céline Eden, tout ça. Et puis l'OFDT, on a participé également, juste un petit encart, hein, c'est pas non plus très important, mais on était content de participer au rapport qui est paru en mars 2023 sur la cocaïne, et c'était toujours intéressant d'apporter nos données. Donc voilà, et la cocaïne, on a peu d'analyses, généralement la cocaïne, on la retrouve dans les urines quand on fait nos analyses toxicologiques, elle est très présente. Donc l'addictovigilance inclut aussi les effets somatiques liés à l'abus de substances. Donc par exemple, on a travaillé sur les syndromes coronariens aigus et l'exposition au cannabis, parce qu'on croit toujours que le cannabis finalement est assez safe, mais ça peut entraîner des syndromes coronariens aigus, surtout chez les gens qui consomment de fortes doses. Les cystites interstitielles liées à l'usage de kétamine. Les cholangites avec les hépatites liées également à l'usage de kétamine, hein, la kétamine peut entraîner des hépatites, peut entraîner donc également des problèmes urinaires qui sont assez fréquents. Les complications chez les mineurs. J'ai une communication orale vendredi après-midi, si vous êtes toujours là, sur les complications chez les mineurs. Et puis, on a travaillé également sur les complications liées à la pratique du chemsex. Voilà, parce que le fait de consommer ces produits peut générer des problématiques. Donc justement, on a été invité à participer à ce rapport national sur le chemsex. Voilà. On a participé également, peut-être que vous l'avez vu, à un guide des nouveaux produits de synthèse avec la MILDECA, la DGS, l'ANSM et les ELSA. Donc c'est un guide qui se présente sous la forme de fiches. Chaque NPS a une fiche. Donc ça peut être les catinones, les opioïdes de synthèse, les benzodiazépines de synthèse, etc. Et donc, il y a également une appli qui peut être téléchargée sur les téléphones portables. Et donc, voilà, rapidement, avoir des données sur ces NPS. Donc, ça a été mis en jour récemment. Je pense que la nouvelle version va bientôt apparaître. Et pour terminer, puisqu'on est quand même dans l'analyse de produits, et peut-être que Sabrina en parlera un petit peu après, je voulais vous parler de comment, au niveau du centre d'addictovigilance de Montpellier, on s'est intégré dans une alerte qui a eu lieu en mars dernier, avec tous les acteurs de la réduction des risques de l'analyse de produits. Donc ça, c'était super intéressant. Donc en fait, c'est parti d'un CARUD, avec des usagers qui sont arrivés dans ce CARUD en disant on a consommé une héroïne chinoise et en fait on a eu des signes de surdosage, une dépression respiratoire, des troubles de la conscience. Et donc dans ce CARUD, ils ont une spectrométrie infrarouge qui permet d'analyser les produits consommés. Et cette héroïne ne matchait pas avec la spectrométrie infrarouge, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de concordance. Donc, ils se sont dit, c'est bizarre parce que les usagers ont quand même eu des signes de surdosage en opioïdes. Donc, ça les a interpellés. Et ils se sont dit, on va faire une analyse synthèse. Donc, ils ont prélevé un peu d'échantillons. On l'a envoyé à l'analyse, synthèse.
Donc ça, c'était deux collectes à 15 jours d'intervalle. Et voilà, et donc Sabrina m'appelle, elle me dit, voilà, on a trouvé un opioïde de synthèse qui est de l'isotonitazène. Moi, je ne connaissais pas trop. Et donc l'isotonitazène, c'est un opioïde de synthèse qui est apparu sur le marché des drogues récréatives en Europe en 2019 et donc 2023 en France, et qui a surtout un effet similaire à celui du fentanyl. Donc le fentanyl, c'est quand même 100 fois plus puissant que la morphine. Donc vous imaginez, quelqu'un qui croit prendre de l'héroïne, qui prend de l'isotonitazène à la dose de l'héroïne, il peut avoir des problèmes importants. Donc comme moi je suis également coordonnateur synthèse, j'ai contacté le carré de collecteur, je lui ai dit voilà ce qui se passe. Et avec eux, on a décidé de faire une alerte régionale, c'est notre rôle. Les ARS, enfin l'ARS, l'EXAPA, les urgences, le SAMU, la NSM, et puis je pense que Sabrina, elle, a alerté de son côté, elle en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, et puis voilà. Donc, où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc après, ce qui était intéressant aussi, et c'est là où vous allez voir comment on peut s'articuler, dans le centre d'addictovigilance, il est dans le service de pharmacologie médicale et toxicologie du CHU de Montpellier. Donc, mon collègue toxicologue, on avait déjà commencé à réfléchir avec ce CARUD qui est beaucoup impliqué dans l'analyse de produits au niveau de l'Occitanie, comment essayer de travailler tous ensemble pour analyser des produits. Et donc, on avait déjà commencé à mettre en place une petite convention pour que, justement, les produits qui ne soient pas reconnus par la spectrométrie infrarouge puissent être éventuellement analysés en toxicologie. Et du coup, Olivier a récupéré un peu de ce produit, il a tout de suite analysé en spectrométrie de masse et il a permis d'identifier le spectre correspondant à l'isotonitazène. Ça nous a permis à faire quoi? Mais tout simplement, c'est que le CARUD, quelque temps après, nous appelle, nous dit on a entendu sur la place qu'il y a un sujet qui serait décédé et qui aurait peut-être pris de l'isotonitazène. Donc, on a appelé, comme on les connaît bien, nos médecins légistes. On dit, est-ce que tu as eu un usager de tel âge retrouvé sur Montpellier? Oui. Donc, il dit, on va faire l'autopsie. Donc, on récupère un peu de prélèvement et on va l'envoyer à Olivier. Donc, il a pu l'identifier comme étant de l'isotonitazène. Et on a eu également notion d'un sujet hospitalisé, mais pas décédé, pour des signes de surdosage en opioïdes. On a pu récupérer un peu d'urine et on a trouvé également de l'isotonitazène. Donc, voilà, on avait quand même un faisceau d'arguments qui nous permettait de dire que c'était potentiellement dangereux. Voilà, donc, et puis cet été, il y a eu 2 autres alertes nationales de circulation de nitazène à Lyon et à La Réunion, mais avec un autre, le protonitazène. Voilà, et puis c'est tout pour cette alerte. Mais vous voyez comment on peut s'articuler. C'est bien de travailler, moi je dis tous ensemble, on travaille très bien avec les CARUD, les XAPA, la toxico, nous, synthèse, et donc ça nous permet finalement de pouvoir mettre en évidence rapidement des nouveaux produits, puisque ça bouge beaucoup, surtout au niveau des NPS, pour alerter les usagers, parce que quand même, ils leur disent attention, parce que là, l'alerte du CARUD est revenue vers les usagers, ils ont fait des affiches qu'ils ont placardées dans tous les XAPA CARUD en disant, voilà, ça circule, attention. Et finalement, on a eu beaucoup d'histoires de chasse, beaucoup de gens qui disaient « mais moi, je crois en avoir consommé, mais moi, je crois en avoir consommé ». Du coup, on a fait une petite collecte ciblée cet été pour récupérer des échantillons, voir s'il y avait de l'isotonitazène, et pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Donc, on a un site internet sur l'addictovigilance où vous avez beaucoup d'informations si ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup Hélène. C'est très intéressant de voir comment s'articule ce réseau et l'apport de l'addictovigilance qui existe, qui est un réseau exceptionnel et qui n'existe qu'en France aujourd'hui, dans cette articulation-là, et qui fonctionne, comme tu as pu nous le démontrer, et qui a des apports très importants en termes de réduction des risques et d'analyse de drogue. On va éclairer un petit peu l'aspect synthèse des choses, puisque tu vas, Sabrina, nous parler de synthèse, mais aussi de l'early warning system, le système d'alerte précoce. Très bien. Donc, je te donne la parole. Nous t'écoutons. Ah, juste un tout petit détail. On va faire toutes les questions à la fin pour laisser place aussi au débat, si vous voulez bien. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir à ce colloque de la THS
2023. Donc, je m'appelle Sabrina Cherki, je suis toxicologue et j'ai en charge la coordination nationale du dispositif Synthèse, qui est le système d'identification national des toxiques et des substances à l'OFDT. Du coup, je vais vous expliquer son fonctionnement et son articulation avec justement les d'autres dispositifs qui sont impliqués dans la veille sanitaire sur les substances psychoactives. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter notre organisation, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Ensuite, je vais vous développer le dispositif Synthèse, comment ça fonctionne, qui participe. Et je vais un peu élargir les champs de réflexion avec le niveau européen, notamment du coup, le Early Warning System sur les NPS. Donc, très rapidement, l'OFDT, c'est un groupement d'intérêt public qui commence à être assez âgé, qui a été créé dans les années 90. Il a pour objectif d'éclairer les pouvoirs publics, mais notamment également les professionnels du champ des tendances addictives et le grand public. Toutes nos publications sont accessibles sur le site internet et sur les phénomènes des drogues et des addictions, donc au sens plus large. Pour cela, on a des dispositifs permanents d'observation et d'enquête. Vous pouvez voir tout le panel d'enquêtes qu'on peut piloter et auxquelles on participe également sur notre site internet, donc ofdt.fr pour la promo. Donc ça permet justement de colliger des informations provenant de différentes sources et scientifiquement validées sur les substances licites, donc tabac, alcool principalement, et également protoxyde d'azote, et également les substances dites illicites ou non réglementées. Concernant notre gouvernance, on est régi par une assemblée générale qui regroupe des représentants de 11 départements ministériels. On est également sous la tutelle administrative de la MILDECA, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, mais aussi la FNORS, donc la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé, et plusieurs personnalités qualifiées. Mes collègues sont issus de plusieurs champs d'expertise. Donc, on est une trentaine de personnes qui travaillent à l'OFDT. Il y a des sociologues, des statisticiens, des épidémiologistes, des médecins de santé publique, une toxicologue, des politistes également, mais aussi des infographistes chargés de communication. Donc notre programme scientifique, donc nos productions de données, est aussi piloté, aiguillé par un collège scientifique composé de personnalités nommées à titre personnel que vous avez pu croiser notamment dans le colloque, aux compétences reconnues dans le domaine du champ. De plus, l'OFDT est ce qu'on appelle, donc Hélène l'a introduit dans sa présentation, nous sommes un point focal de l'Agence européenne des drogues. Donc l'Agence européenne des drogues est une agence, comme son nom l'indique, qui a pour compétence de récolter des informations et d'avoir une expertise sur les drogues au niveau européen. Donc ça peut justement également aiguiller la Commission européenne principalement. Donc on est membre d'un réseau européen sur les drogues et les toxicomanies qui s'appelle le RETOX, en plus de la Norvège et la Turquie. Donc on est certifié, il y a un système de certification qu'on peut apparenter à un espèce de processus d'audit depuis 2023. Et justement, ce réseau de points focaux nationaux échange très régulièrement à distance pour partager des informations, mais aussi poser des questions sur des phénomènes qui ne sont pas forcément élucidés au niveau national. Donc ça a été le cas, on a consulté le réseau RETOX pour savoir quelles données ils avaient ou quel regard ils avaient, notamment sur le protoxyde d'azote. Donc on a un dispositif de collecte de données qu'on appelle multidimensionnel, avec comme mission d'avoir des informations sur 5 indicateurs clés, donc qui sont de nature épidémiologique. Donc on rassemble toutes les données qu'on a au niveau national sur la mortalité, sur les offres, sur la prise en charge, mais aussi du coup sur l'Early Warning System que je vais vous présenter à l'Agence européenne des drogues. Donc toutes ces données sont disponibles sur le site de l'IMCDA, donc c'est son nom anglais, sous la forme d'un rapport européen annuel, donc l'European Drug Report, qui fait un résumé vraiment de toutes les données sur le phénomène des drogues au niveau européen, donc avec des prévalences, des teneurs, des offres, des saisies au niveau européen. Donc, comme je l'ai dit, je parle d'Agence européenne des drogues, qui est la nouvelle forme de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui connaît sa fin de vie. Donc, on change d'un point de vue réglementaire au niveau à l'année prochaine. Et en fait, ce changement est aussi motivé du coup par des missions de renforcement du monitoring, donc des observations. Donc ça va aussi impacter les dispositifs d'observation au niveau national, mais également le renforcement et la structuration des systèmes de veille et d'alerte, donc ce qui nous concerne aussi également aujourd'hui. Et pour terminer, il y a un troisième axe de développement des compétences dans le champ des tendances addictives.
Donc, je vais me focaliser un peu plus sur mon activité. Donc, le Synthèse, il existe depuis la fin des années 90, encore une fois. Il a été développé en 99 dans un contexte de développement de la consommation et de la circulation des produits de synthèse. Donc, il se focalisait uniquement sur l'étude de ce type de produits. Le spectre de substances psychoactives a été élargi dans les années 2000, donc en 2006, avec l'élargissement à l'ensemble des substances psychoactives hors tabac et alcool, dans un contexte d'observation de phénomènes émergents. Donc, je vais beaucoup insister dans ma présentation sur la notion de phénomène émergent, car c'est vraiment le cœur de notre dispositif d'observation et d'enquête. Donc, à ce jour, Synthèse est un dispositif permanent donc, qui fonctionne en continu, qui contribue à la veille sanitaire. Donc, ce n'est pas stricto sensu un dispositif de veille sanitaire au sens réglementaire donc, du Code de la santé publique. Il contribue aussi également à l'information précoce auprès des pouvoirs publics et des acteurs du champ des substances addictives et in fine aux usagers. Et à ce jour, on a plus de 600 collectes par an et on a une estimation à 700 collectes pour 2023. Donc, Synthèse contribue directement à l'Early Warning System donc, que je vais vous présenter un peu plus tard dans ce résumé, dans l'objectif de l'identification et de la surveillance des NPS. Donc, NPS, ça veut dire à la fois nouveaux produits de synthèse, mais ça veut dire à la fois New Psychoactive Substances, donc les nouvelles substances psychoactives. On va comprendre pourquoi je fais ce distinguo tout à l'heure. Alors, s'il veut bien changer de slide. Il n'a pas changé de slide. Ah, c'est bon. Alors, donc, Synthèse se décompose en deux volets, le volet veille et le volet observation. Dans cette présentation, je vais plus me concentrer sur le volet observation, le volet veille, pardon, qui est le volet dit de routine que plusieurs collecteurs ont l'habitude de participer. Donc, c'est un système continu de collecte de produits auprès des usagers. Il est anonyme et gratuit, avec un rendu des résultats après analyse à l'usager. Pour intégrer le dispositif Synthèse, il a plusieurs motifs de collecte précis à respecter. D'un point de vue méthodologique, ça entraîne des biais de sélection à l'exploitation de résultats. Donc, il faut en tenir compte aussi dans l'interprétation des publications qu'on peut émettre. Donc, on collecte à la suite d'effets indésirables ou inattendus. Également, s'il y a un produit nouveau ou rare, donc c'est vraiment ce qui nous arrive beaucoup en 2023, c'est une tendance qui se dégage. Mais également, donc on va en parler en cas de non-reconnaissance en analyse de RDRD. Donc, je vais parler de drug checking, vu qu'on est dans un congrès international, ça va être plus simple aussi pour moi. Donc, le drug checking en France est en train de s'intensifier et de se développer. Donc, ça, ce sera mes collègues qui vont le présenter tout à l'heure. Mais du coup, on vient compléter ces dispositifs-là en apportant les moyens de techniques analytiques plus résolutives et plus sensibles que les techniques qui sont actuellement employées dans le drug checking. Donc, grâce à cela, on observe en continu l'évolution des compositions de produits qui sont collectés et des usages, parce qu'on a aussi justement des informations sur les usages qui sont mentionnés justement par les personnes utilisatrices de drogue. Grâce à ça, on contribue, comme je l'ai dit, mais c'est un message clé, à l'Early Warning System européen, si notamment il y a des identifications de nouvelles substances sur le territoire. Donc, ça peut être via le Synthèse, mais ça peut être également aussi via des saisies douanières, policières, et également aussi quand on est informé des faits indésirables graves ou de décès associés au NPS, on a comme mission de les faire remonter au niveau européen. Donc, tout ce système-là, au niveau national, permet l'échange rapide d'informations en cas de situation spéciale. Typiquement, Hélène a mentionné une situation spéciale où l'échange d'informations doit être rapide. Donc, c'est vraiment une course contre la montre. Et pour ça, il faut avoir une dynamique de réseau, que ce soit au niveau local, au niveau national et puis même au niveau international. Donc, comme exemple, on peut parler justement d'un cluster de cas d'intoxication lié à des compositions particulières. C'est typiquement ce qui s'est passé à Montpellier, mais aussi plus récemment en Île-de-France avec de l'héroïne adultérée au cannabis de synthèse et également aussi à La Réunion. Pardon. Très bien, je vous écoute très bien. Donc ça a été des situations spéciales nombreuses cette année. Et donc, toutes ces informations issues de ce dispositif et de la participation de centaines de collecteurs à ce dispositif sont rassemblées dans un point synthèse. Donc, c'est notre publication maison au FDT qui est disponible sur le site de l'OFDT à la fréquence annuelle. Donc, on fait un point synthèse par an qui rebalaye toutes les observations qu'on a pu faire l'année précédente. Mais également, si il y a besoin, on peut faire ce qu'on appelle des notes ponctuelles. Donc, c'est des notes, donc c'est un format court, un communiqué. Le dernier en date évoquait le phénomène d'adultération des herbes de cannabis. Donc, c'était en 2021.
parce qu'il y a eu très rapidement beaucoup de collectes avec des effets indésirables assez importants. Et l'analyse a permis d'objectiver l'adultération. Donc, ce n'était pas du cannabis habituel avec des phytocannabinoïdes, THC, CBD notamment. Donc ça, c'est pour le volet veille que je vais vous expliquer tout de suite. On a aussi pour information un volet observation qui est un peu sous le format d'une enquête flash ponctuelle avec un début et une fin. Et là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de motif de collecte associé dans ce cas-là parce que l'on veut avoir une documentation rapide de la composition du produit ou du phénomène qu'on cherche à documenter. Et justement, donc, ces collectes-là sont dédommagées auprès des usagers pour faciliter la collecte de produits. Donc ce schéma d'étude a été aussi emprunté à une étude qui s'appelle Chasse-Marée, qui a lieu, je regarde Alexandre qui est au fond de la salle, qui est également qui participe à cette étude qui du coup reprend un peu l'idée du volet observation du dispositif synthèse, qui cherche à documenter ce qu'on appelle la chimique à Mayotte. Donc quelle est vraiment sa composition en fonction des collectes d'un point de vue spatial, mais d'un point de vue aussi également temporel. Donc il y a une première publication qui est sortie très récemment. Donc concrètement, donc là je vais parler uniquement du volet veille du dispositif synthèse. On a organisé en ce qu'on appelle des coordinations locales, donc qui sont réparties selon la cartographie que vous avez à droite. Donc il y a plusieurs coordinateurs locaux synthèse dans la salle, que je remercie chaleureusement, qui permettent du coup de gérer l'activité au niveau de leur territoire avec du coup l'inclusion et la gestion de collecteurs dans toute la France, y compris dans les 2 salles de consommation à moindre risque, donc à Paris et à Strasbourg. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à être répartis de façon assez, pas homogène, mais on a quand même des points d'attache dans à peu près tous les départements. Donc ça, c'est une vraie force du dispositif. Concrètement, quel est le chemin de vie d'une collecte? La collecte est effectuée avec un entretien, soit virtuel. Je n'ai pas parlé de la coordination virtuelle qu'on a. Donc, on a une convention avec psychoactif.org qui participe aussi au dispositif synthèse et du coup qui peut faire le lien et permettre la collecte de produits via le forum. Donc, la collecte est effectuée après du coup passage d'un entretien et du coup d'un questionnaire qui est standardisé auprès de l'usager. Donc, ce questionnaire permet de documenter les modalités d'approvisionnement, le contexte d'usage, de consommation, l'historique de consommation de l'usager et surtout les effets qui sont perçus, ressentis. Donc, en fait, c'est un champ qui est relativement libre, qui n'est pas justement réglementé par les vigilances. Et du coup, ça permet une certaine aussi fluidité en termes de sémantique, ce qui peut être très intéressant parce que justement, entre une anamnèse d'un clinicien qui va être dans un format qui va être très utile pour gérer aussi l'évaluation de la collecte et les effets, les verbatims des usagers sont tout aussi intéressants à exploiter. Donc on ne les exploite pas de la même façon, bien évidemment, mais c'est une information sur la perception du produit, sur la qualité du produit, sur la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, puissance? Et en fait, ce qu'on observe, c'est une variabilité de la perception entre les usagers. Donc je ne vous apprends rien concrètement, mais c'est aussi intéressant. Par exemple, on peut voir qu'un usager qui cède son produit en raison d'une absence d'effet ou voire d'effet très faible, en fait, son produit a une concentration en substances actives tout à fait habituelle pour ce type de produit. Donc, je peux penser par exemple à l'héroïne. Et donc là, ça questionne aussi la perception des effets par l'usager. Et du coup, ce n'est pas forcément la composition elle seule qui va générer l'absence d'effet, mais plutôt le rapport entre le produit et l'usager. Donc, il y a plein de déterminants dans ce cas-là. Donc, c'est aussi très intéressant. Donc la collecte est faite, j'ai un peu digressé, excusez-moi. La collecte est faite auprès d'un usager, donc la collecte est ensuite envoyée par voie postale, donc collectée dans un tube de collecte, un tube de laboratoire, qui est ensuite envoyé au laboratoire partenaire. Le laboratoire partenaire effectue les analyses au pluriel nécessaires à l'identification, et s'il y a suffisamment de produits collectés, il peut aussi réaliser un dosage des substances actives pour lesquelles les méthodes de dosage sont développées. Donc tout ça est synthétisé dans un compte-rendu de collecte qui est envoyé à la coordination nationale. Et donc, avec ce compte-rendu d'analyse-là, donc avec la description de la composition qu'on a, on peut essayer justement de chercher le lien entre la composition du produit et les effets rapportés. Et des fois, ce n'est pas toujours évident. Et puis surtout, des fois, ce n'est pas évaluable. Donc ça peut être assez frustrant pour l'usager de dire, en fait,
on ne sait pas si ce produit-là a un lien avec ce que tu as ressenti, et on ne peut pas le dire. Surtout, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas conclure dessus avec les données qu'on a. Donc, c'est aussi un échange qui aussi se crée du coup sur le terrain pour que justement l'usager et les informations soient en capacité et les outils en fait pour justement qu'ils soient acteurs de sa consommation. Et du coup, ça peut aussi faire passer des messages de RDR adaptés avec justement des résultats analytiques communiqués. Il arrive aussi des fois que les coordinateurs locaux nous demandent des précisions sur les résultats, parce qu'un compte-rendu d'analyse explicite pas forcément tous les tenants et les aboutissants des analyses qui ont été réalisées, parce qu'il y a eu plusieurs étapes et là, c'est le résultat final. Donc, il y a des questions et on se tient à disposition pour effectuer des précisions, si ça a été vu ailleurs, quelles sont les propriétés pharmacologiques de cette molécule, est-ce qu'il y a de la bibliographie disponible. Donc, on essaye d'être assez réactif sur ces sujets-là. Donc, en fait, les deux socles de cette chaîne de traitement de collecte sont les usagers, donc les usagers, les collecteurs et les laboratoires d'analyse. Donc, le laboratoire d'analyse, c'est des laboratoires avec lesquels on est conventionné. Donc, il y a des conventions non financières, car c'est des partenariats, des contributions des différents ministères à notre activité. Donc, il y a le SCL, donc le service commun des laboratoires, qui est en charge d'analyser les saisies douanières, mais aussi tout ce qui est répression des fraudes. Donc, ils ont un panel large d'activités, de l'alimentaire, mais aussi du coup du stupéfiant. On a aussi le service national de police scientifique, donc on travaille avec les unités stupéfiants et chimie des laboratoires de police scientifique. On travaille également avec l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Et on a une convention avec un laboratoire hospitalo-universitaire référencé pour l'analyse des NPS, d'un point de vue législatif, qui est le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille. Donc, Synthes dispose d'un réseau, fonctionne sur une modalité de réseau Synthes, donc avec des collecteurs, des coordinateurs locaux, mais on a aussi des partenaires et on fonctionne avec eux aussi en réseau dans un objectif de communication de données fiables et rapides. Donc, on collabore évidemment avec le réseau d'Addictovigilance. Donc, il est indiqué sur votre gauche le réseau des CUIPA. Donc, on peut avoir justement des fois des cas qui sont à la fois des cas d'Addictovigilance, mais aussi du coup associés à des collègues Synthes. Donc, c'est le fait d'avoir des coordinations qui sont aussi CUIP, ça facilite le transfert d'informations. On a du coup un partenariat avec la police qui, en plus de nous fournir nos moyens d'analyse, nous communique les quantités saisies. Et aussi également, s'il y a des saisies atypiques, ça a forcément des répercussions sur nos veilles, notre surveillance sur les territoires. On a du coup évidemment un lien assez étroit avec le dispositif TREN. Donc le dispositif TREN, c'est un dispositif également d'observation, mais plus avec une expertise ethnographique plutôt. Donc c'est Tendances récentes et nouvelles drogues, et c'est aussi un dispositif piloté par l'OFDT. Et on a évidemment des liens quasi quotidiens avec l'échelon européen, donc l'Agence européenne des drogues, pour tout ce qui est du coup Early Warning System, que je vais vous présenter tout de suite. Donc l'Early Warning System a été également créé à peu près à la même époque que le dispositif Synthes. C'est un dispositif de veille sanitaire et d'alerte sur les nouveaux produits de synthèse au niveau européen. Il y a plusieurs entités européennes qui sont contributrices, donc l'Agence européenne du médicament, dont Hélène a parlé tout à l'heure, mais également Europol, qui est le niveau européen d'Interpol. Et du coup, c'est piloté par l'Agence européenne des drogues. Donc l'objectif de ce système-là, qui est aussi un système de surveillance, mais avec une échelle spatiale beaucoup plus large, c'est d'identifier les nouvelles substances, de suivre leur diffusion, donc spatiale, mais aussi temporelle. Et le cas échéant, si c'est nécessaire, uniquement si c'est nécessaire, d'alerter, avec différentes modalités de communication. Et aussi, ils ont un rôle d'évaluation des risques, donc justement avec leurs collègues de l'Agence européenne des médicaments, associés à ces substances. Donc, il y a un correspondant par pays de l'Union européenne. Donc, en France, c'est l'OFDT, car c'est le point focal national. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur l'acronyme NPS, qui veut à la fois dire nouveaux produits de synthèse et New Psychoactive Substances, donc les nouvelles substances psychoactives. Donc, au niveau européen, c'est la définition réglementaire qui est utilisée.
Donc c'est une nouvelle substance qui n'est pas inscrite sur le tableau des stupéfiants des Nations Unies, mais qui peut poser un risque pour la santé publique. Et au niveau français, on utilise beaucoup, mais ce n'est pas réglementé, les nouveaux produits de synthèse qu'on peut, après ça se discute, qu'on peut définir par des nouvelles molécules psychoactives issues de voies de synthèse nouvelles et ou pas exploitées. Donc ça peut être des vieilles molécules qui ont un peu disparu des radars et qui n'ont pas d'intérêt industriel, qui reviennent sur le marché par la voie illicite. Donc ça arrive beaucoup, notamment avec ce qu'on appelle les designers benzodiazépines. Donc il y a ces deux définitions qui cohabitent. Et le gap entre les deux, la différence entre les deux, c'est qu'au niveau européen, il y a des substances médicamenteuses qui sont incluses comme NPS. Donc je vais prendre un peu pour illustrer. La kétamine est considérée comme un NPS au niveau européen. Donc ça vous laisse réfléchir, parce que la NPS, la kétamine, pardon, c'est pas une substance si nouvelle que ça. C'est une substance qui est présente dans plusieurs spécialités pharmaceutiques qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché, donc qui a subi justement tout le processus d'évaluation de la toxicité et de la sécurité pour certaines spécialités, dont un système de pharmacovigilance est mis en place justement pour essayer de récolter les cas d'effets indésirables et d'addictovigilance associés à ces substances-là. Donc on a une idée quand même assez claire dans certaines conditions de cette toxicité. Donc on pense beaucoup aussi à la toxicité au niveau du système urinaire qu'a évoqué Hélène tout à l'heure. Mais c'est un NPS parce que son usage hors des produits pharmaceutiques, donc avec une obtention illicite, donc à une fabrication qui n'est pas contrôlée, c'est assez émergent. Donc tout est relatif, mais c'est considéré comme une substance émergente. Il y a parfois du coup des substances médicamenteuses qui sont considérées comme NPS et du coup on surveille aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on connaît beaucoup plus à qui on a affaire avec ces substances-là. Donc pour illustrer rapidement ce qu'on fait, je vais vous montrer quelques case reports et après je vais conclure avec les alertes qu'on a pu avoir à gérer cette année. Donc là, typiquement, c'est un cas collecté en région Auvergne-Rhône-Alpes en raison d'un effet inattendu, donc une absence d'effet, et également d'un résultat non concluant en drug checking. L'usager mentionne un aspect inhabituel, assez plâtreux, avec des difficultés d'injection, donc avec potentiellement des complications au niveau vasculaire et aussi d'administration. On le fait analyser dans Synthèse. La Synthèse objective l'absence de cocaïne et permet d'identifier l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire que vous connaissez assez bien. Du coup, on a pu conclure assez facilement sur l'origine du problème, en fait, et c'était une arnaque. Donc, l'usager a été victime d'une arnaque avec du coup présence d'ibuprofène. Et on peut supposer, vu que l'ibuprofène est en vente sans ordonnance, sans prescription, que c'est probablement des comprimés réduits en poudre qui pourraient expliquer, donc on continue toujours à utiliser du conditionnel, qui pourrait expliquer l'aspect un peu plâtreux rapporté par l'usager. Donc un autre cas qui vient du Grand Est, donc je regarde ma coordinatrice Grand Est, PACA. Pardon, on va parler de PACA tout d'abord quand même, parce qu'il y en a ici qui contribuent au dispositif dans la région PACA. Donc c'était une herbe de cannabis qui avait été obtenue via WhatsApp, livraison. Donc ce qui est intéressant aussi, donc ce qui est aussi observé dans le dispositif Trend, c'est qu'on essaye d'avoir des informations sur les modes d'approvisionnement et sur les dynamiques d'approvisionnement, de voir ce qui change, de voir ce qui apparaît, de voir ce qui disparaît en fonction des produits, mais aussi de l'actualité. Donc ce produit-là a été collecté à la suite de survenue d'effets indésirables, donc des malaises, des vertiges, altération des perceptions sensorielles, chez une usagère régulière de cannabis qui rapporte avoir consommé un demi-joint. Donc des effets assez importants avec un demi-joint chez une usagère régulière de cannabis, donc usage régulier, on l'entend par au moins 10 sessions de consommation par mois, donc au moins tous les 3 jours. Donc on peut très fortement suspecter que ça peut être un usage quotidien. Elle n'a pas rapporté de co-consommation, donc c'est ça aussi un élément qu'on collecte pour vérifier s'il y a des interactions. Et du coup, le laboratoire a permis d'objectiver une altération d'une herbe dite CBD. Donc je vais utiliser le terme CBD dominant. Donc il y avait un pourcentage important de CBD et un pourcentage très très faible de THC, inférieur au seuil en vigueur actuellement sur le marché français. Donc le cannabis de synthèse en question, vous avez son petit schéma en haut à droite, donc c'est l'ADB Butinaca.
En l'occurrence, ce cannabis de synthèse, il est placé sous vigilance intensive par l'Agence européenne des drogues. Donc, on regarde vraiment toutes les situations pour lesquelles cette molécule est impliquée. Et les effets assez importants qui sont évocateurs d'une intoxication cannabinoïde pourraient être corrélés justement, ou associés du moins, à la présence de cette molécule dans la composition. Donc, je vais parler de la collecte de Grand Est maintenant. Donc, c'est un homme qui rapporte des co-consommations d'autres NPS sans précision. Donc là, on commence à avoir les biais liés au questionnaire, donc les biais d'information. Le produit collecté, c'est un comprimé de ce qu'on appelle le Poxoclone, qu'il a acheté sur le Clear Web. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'usager a été victime d'effets indésirables graves, avec perte de conscience répétée, prise en charge médicale, donc avec une admission aux urgences. Donc le produit a pu être collecté et analysé par le SL, donc celui qui s'occupe des saisies douanières et de la répression des fraudes à travers 2 techniques de spectrométrie de masse. Et on a pu identifier pour la première fois une molécule en France qui est le pagoclone. Donc le pagoclone, c'est une molécule structurellement similaire à la zopiclone, que vous connaissez peut-être, qu'on appelle, qui a des propriétés hypnotiques. La zopiclone, on est certain, mais ce n'est pas des benzodiazépines à proprement dit, ce qu'on appelle les Z-drugs. Donc on peut s'attendre donc c'est une extrapolation, mais on peut s'attendre de par son analogie structurelle à des propriétés similaires, donc avec des propriétés hypnotiques, qui pourraient expliquer la perte de conscience répétée par l'usager. Donc ça, c'est un point de l'analyse, mais toutefois, comme on ne sait pas ce qu'il a co-consommé, on ne peut pas dire que c'est directement lié à la molécule qui a été identifiée dans le comprimé. On ne peut pas exclure que l'usager ait consommé d'autres substances qui ont des propriétés sédatives ou hypnotiques. Ou d'autres opiacés. On ne sait pas, et dans ce cas-là, il ne faut pas forcément être assez certain de ce qu'on dit. Il faut toujours remettre en perspective, avoir un esprit critique sur les résultats qu'on fournit, pour pas justement avoir une vision faussée de ce qu'on rend comme résultat. Donc après, forcément, on met des éléments de contexte au niveau européen. Cette molécule a été identifiée pour la première fois en 2019. Donc ça, on le sait justement grâce à notre participation à l'Early Warning System. Donc pour conclure, je vous ai présenté 2 dispositifs de veille et d'observation sur les substances psychoactives qui sont complémentaires, Synthèse au niveau national et l'Early Warning System. Donc il faut savoir que cette année, en 2023, a été très particulière, car comme l'a dit Hélène, on a dû gérer plusieurs situations d'alerte impliquant des nouveaux produits de synthèse. Et du coup, cette articulation entre le drug checking, synthèse, l'early warning system, l'addictovigilance et les structures sur le terrain était essentielle pour assurer une communication et informer sur les risques auxquels les usagers pouvaient être exposés en temps quasi réel. Donc, Synthèse, c'est le dispositif national de veille basé sur la composition des drogues. Donc, on utilisait des techniques de toxicologie analytique. Il est anonyme et gratuit. Il permet l'observation d'évolution de la composition et la documentation des faits indésirables en lien justement avec l'addictovigilance. Donc, on a une convention avec l'Agence nationale de sécurité du médicament pour encadrer ces activités-là. Surtout, le message qui est important à avoir, c'est qu'il est complémentaire à l'analyse de drogue dans un cadre de RDRD, donc le drug checking. Il permet justement d'avoir accès à des moyens analytiques plus résolutifs, plus sensibles, plus performants, plus de points grâce à nos partenariats multiples. Les 2 dispositifs permettent la détection de phénomènes émergents, donc ce qui apparaît, ce qui sort du bruit de fond, justement, pour reprendre l'expression, lié aux substances psychoactives. Et du coup, ça donne justement à l'émission, ou en tout cas à la circulation d'alertes ascendantes, donc du niveau national vers le niveau européen, mais aussi descendantes, le cas échéant, quand on a des signaux qui doivent être communiqués au niveau national, qui viennent d'autres pays, notamment pour la question des opioïdes de synthèse. Donc j'ai mis 2 exemples qui ont été assez marquants cette année. Donc tout ce qui est le HHC, donc le hexahydrocannabinol et les dérivés. On a fait remonter des signaux du coup, avec le travail des centres antipoison, du réseau des CIP et quelques collègues synthèse qui ont du coup contribué à la rédaction d'un rapport européen qui a permis justement une évaluation par le réseau d'addictovigilance. Et comme l'a présenté Hélène, l'alerte sur l'isotonitazène, donc qui est un agoniste synthétique opioïde, avec des propriétés pharmacologiques et toxicologiques assez préoccupantes.
et qui justement n'a pas été la seule alerte avec les opioïdes de synthèse cette année. Donc, comme l'a dit Hélène, on a eu 2 autres alertes, en tout cas, qui sont en cours, donc une à La Réunion avec le protonitazène. Il y a eu également une autre collecte synthèse avec cette molécule-là dans la coordination lyonnaise. Il y a une autre collecte avec de l'étonitazène qui est en train d'être confirmée. Donc ça, c'est des signaux encore très, très émergents qui ne sont pas forcément validés, mais qu'on commence à observer. Et ce qui est nouveau, on doit le gérer en travaillant avec l'ensemble des partenaires pour assurer une réponse adéquate, adaptée en fonction des publics, justement à ces phénomènes émergents. Voilà, je vous remercie de votre attention et je tiens à remercier l'ensemble du réseau Synthèse, donc les coordinateurs locaux, les collecteurs, le réseau de laboratoires et aussi l'Early Warning System de l'Agence européenne des drogues. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sabrina pour cette intervention très claire sur Synthèse, un dispositif qui existe depuis longtemps, mais pour ce qu'il est bien de rappeler un petit peu le fonctionnement exact, et puis pour cette explication de réseau qui est très important pour diffuser l'information. Sacha et Aurélie, pour l'aspect réduction des risques et analyse de drogue. Tu veux qu'on change de place, ça va? Ouais. T'as le bras assez long. Très bien. Mais nous t'écoutons. Oui, donc moi je suis Sacha Herzog, je suis chargé de projet à la Fédération Addiction, en charge de l'animation du réseau Analyse ton prod au niveau national. Et je suis avec Aurélie qui se prendra, mais qui se prendra plus tard. Du coup, nous, pour changer, on va quand même toujours parler d'un réseau et toujours parler de sa participation à la veille sanitaire, même si Analyse ton prod, on va le voir, est un réseau de réduction des risques et d'analyse de produits à visée de réduction des risques. Donc le réseau Analyse ton prod, ça a pris la suite du réseau et du programme XBT de Médecins du Monde il y a maintenant 2 ans, donc 1er février 2021. Et donc il a aussi repris ses activités, sa base de données et a accueilli une grande partie de ses membres. Donc aujourd'hui, c'est 34 membres, donc 34 associations, ce qui représente environ une 80aine de structures XAPA ou CARUD dans toute la France, donc dans 14 régions, donc quasiment toutes les régions, sauf actuellement la Guadeloupe et la Guyane, et aussi Mayotte, et 2 en ligne, donc, puisqu'on a Psychoactif et Psychonautes qui sont membres. D'ailleurs, si vous avez le temps en sortant, de consulter le très beau et surtout très intéressant poster de Psychoactif sur l'analyse à distance et en ligne. Et donc, parmi ces membres, nous avons 16 laboratoires. Donc, pour nous, un laboratoire, c'est toute structure qui a un moyen d'analyse de drogue. Donc ça peut être de la spectrométrie infrarouge, de l'HPLC, de la CCM. Pour l'instant, ce sont les 3 méthodes qu'on utilise. Donc qui sont dans 10 régions de France, dont pour l'instant aucune en Outre-mer, mais on espère que ça arrivera bientôt, parce que comme on l'a vu à La Réunion, ce serait quand même assez utile qu'on puisse avoir de l'analyse de drogue, de réduction des risques à La Réunion. Et pour les régions qui n'ont pas de laboratoire, on a un laboratoire d'appui qui est situé à Paris et qui permet de combler les manques pour l'instant de laboratoires dans certaines régions. Donc ensuite, sa structuration très rapidement. Donc le réseau est fondé sur une charte qui est un peu le préambule à la Constitution. Donc ça résume les valeurs du réseau, qui sont les valeurs de la réduction des risques, la participation des personnes qui ont recours à l'analyse, le fait que l'analyse ne se fait qu'avec les personnes qui vont consommer le produit, que c'est un outil de réduction des risques, que ça rentre dans une démarche de réduction des risques, que ça se fait au service des personnes et pas seulement du coup un outil de veille sanitaire, mais ça répète aussi qu'on participe à la veille sanitaire avec tous les acteurs. Et donc des modèles de fonctionnement qui sont notre constitution, donc la manière dont on fonctionne. Et c'est ça qui guide l'animation du réseau au niveau national. Et tous ces documents sont disponibles en ligne sur le site de la Fédération Addiction. Et donc sa gouvernance, elle est assurée par un comité de pilotage qui a été élu par ses membres. Donc il y a 5 collèges, donc un collège des laboratoires, avec donc le CUID à Bordeaux, Analyse ton prod Île-de-France à Paris, l'association régionale Clémence Isor à Toulouse et l'association AIDE. Un collège des collecteurs avec l'association Aurore, l'association La Boussole
à Rouen et l'association Spiritech à Lille. Un collège des intervenants milieu festif avec le collectif Ensemble limitons les risques en Bourgogne-Franche-Comté et le pôle festif du Caru d'Access. Un collège des associations d'autosupport avec psychoactifs et enfin un collège des personnes qui ont recours à l'analyse de drogue avec, donc ce sont les pseudos, mais Sorens, Harley et Isor. Et donc l'animation nationale par la Fédération Addiction qui est en charge de mettre en route les décisions qu'a pris le COPIL et d'assurer que les modalités de fonctionnement et la charte sont bien respectées. Et aussi au niveau régional, puisque la charte répète le principe de subsidiarité du réseau, des coordinations, donc par exemple en Occitanie, qui a une coordination avec un comité de pilotage, en Île-de-France avec Analyse Ton Prod Île-de-France, en Centre Val-de-Loire avec Analyse Ton Prod Centre Val-de-Loire. Donc ce sont ces coordinations qui sont en charge au niveau régional de coordonner les membres et les structures qui ont recours à l'analyse, de faire des conventions entre eux, etc. Donc les outils du réseau analyse de prod, donc là je me concentre du coup pour cette présentation vraiment sur la participation à la veille sanitaire, mais on a d'autres outils. Mais pour la veille sanitaire, l'un des principaux outils pour laquelle on peut participer à la veille sanitaire, c'est la base de données nationale. Donc pour l'instant, c'est celle de XBT toujours, jusqu'à la fin de l'année, qui sera relayée par une base Analyse Ton Prod à partir de 2024. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une masse d'échantillons qui est assez importante. On en est à 2704 échantillons analysés à date d'hier sur la base XBT en 2023. En 2022, on était à la même époque à 2126 échantillons. Donc c'est une progression en sachant qu'actuellement la base ne prend pas en compte la spectrométrie infrarouge ni les membres qui n'utilisent que l'HPLC. Donc il faut au moins utiliser la CCM pour pouvoir contribuer à la base. On a aussi, on est en train de construire, on a commencé à mettre en place un contrôle qualité interlaboratoire. Donc l'idée, c'est pas de décerner des brevets d'autorisation à analyser pour les laboratoires, mais c'est de participer à la montée en compétences par les pairs du réseau, ce qui est en général la façon dont on fonctionne, que les groupes de travail, ce contrôle qualité. L'idée, c'est vraiment de progresser entre pairs. Donc ce contrôle qualité, c'est de l'envoi d'échantillons entre laboratoires et sur l'échantillon pour voir si on a des résultats concordants, ce qui est normalement assez rassurant si tous les résultats sont concordants. Et la première session qu'on avait faite avec 3 laboratoires, on a vu des résultats plutôt concordants, mais c'est encore en construction et on cherche à accentuer ce contrôle qualité et cet échange interlaboratoire. Et enfin, un programme de formation des collecteurs qui s'appuie sur une formation de formateurs. Donc Aurélie était formatrice de formateurs. Donc on a formé 20 collecteurs qui permettent de faire des formations dans toute la France auprès de toutes les structures qui voudraient se lancer dans l'analyse ou qui voudraient se remettre à jour sur la façon dont on collecte, la démarche de réduction des risques, la posture aussi dans la collecte, aussi mieux connaître le réseau, les règles, enfin les acteurs avec qui on travaille, notamment Synthèse, les CUIP, dans le cadre des collectes. Donc actuellement, on a régulièrement dans toute la France des formations de collecteurs organisées du coup par les coordinations régionales. Et donc pour la participation du réseau Analyse Ton Prod à la veille sanitaire en elle-même, elle se fait sur plusieurs aspects. Tout d'abord, une convention de partage de données qui a été signée avec le FDT au début de l'année, donc qui stipule que le réseau Analyse Ton Prod, lorsqu'il aura une nouvelle base, pourra partager chaque année des données de veille avec l'OFDT. Ça s'inscrit dans une collaboration qui existe avec l'OFDT depuis la création du réseau sur justement le partage d'informations, la coopération et la collaboration lorsqu'il y a des produits qui pourraient amener une alerte. Donc c'est une collaboration en continu. Sabrina a participé à plusieurs groupes de travail du réseau et je crois que c'est très souvent en lien avec les membres du réseau. Un lien continu donc, au niveau local et au niveau régional entre les acteurs de la veille sanitaire. Et là, je prends l'exemple de l'Occitanie parce que c'est un très bel exemple sur la coordination régionale qui s'est formée avec un copil sur l'analyse de drogue et qui intègre donc les membres du réseau Analyse Ton Prod, mais qui intègre aussi la coordinatrice Synthèse, qui travaille très étroitement aussi avec les CUIP en Occitanie, qui travaille aussi très étroitement avec le CHU. Donc voilà, l'idée c'est de mettre tout le monde autour de la table autant que possible pour assurer la meilleure qualité d'analyse et la meilleure information surtout
la plus fiable possible aux personnes qui ont recours à l'analyse et aux personnes qui utilisent des drogues. Et donc, ce que je disais, donc la circulation de l'information, et ça, ce sera plutôt Aurélie qui en parlera sur des cas précis où on a eu des produits qui pouvaient être suspects ou qui n'étaient pas reconnus ou il y avait interrogation. Et là, tous les acteurs ont travaillé ensemble pour lever le doute et fournir une information la plus fiable possible. Et donc, si on a voulu aujourd'hui parler surtout de la veille sanitaire et de la participation de l'analyse Prod à la veille sanitaire, c'est parce que au sein du réseau, on est convaincu que l'analyse de drogue, ça doit marcher sur deux jambes, donc la veille sanitaire et la réduction des risques, et que surtout ces deux jambes s'alimentent pour qu'on puisse avancer, puisque si l'analyse de drogue à visée de réduction des risques fonctionne, qu'elle est accessible au plus grand nombre de personnes qui utilisent des drogues, c'est-à-dire qu'il faut des laboratoires, des structures de collecte dans tous les territoires, des possibilités d'envoyer par la poste pour ceux qui n'ont pas accès à des structures, comme c'est le cas avec le dispositif à distance en collaboration avec Psychoactif, Psychonautes, Safe et le réseau Analyston Prod, et Analyston Prod Île-de-France aussi qui fait des analyses. C'est en donnant accès aux personnes qu'on pourra aussi avoir une meilleure idée de ce qui circule sur les territoires, qu'on pourra faire remonter des alertes et donc participer à la veille sanitaire. Et dans l'autre sens, si la veille sanitaire est performante, on peut réduire les risques en fournissant une information fiable aux personnes qui utilisent des drogues pour qu'ils sachent lorsqu'il y a un produit qui peut être dangereux qui circule et qu'on puisse avoir des messages de réduction des risques adaptés et au plus proche de la réalité et le plus réactif possible. Et donc sur ce, je vais laisser Aurélie vous parler de quelques cas cliniques. Merci Sacha. Alors bonjour à tous, je suis Aurélie Lazès-Charmetan, je travaille au CUD Addiction où nous avons un laboratoire à visée RDR qui s'appelle Testit. Donc nous sommes membres du réseau Analyston Prod et effectivement au collège laboratoire de ce même réseau. Par ailleurs, je suis également coordinatrice pour Synthèse Nouvelle-Aquitaine. Donc Sacha m'a demandé de vous rapporter, on a fait le choix de choisir 3 cas où effectivement on a pu faire du lien entre des collectes à visée de RDR et le système de veille. Le cas numéro 1 est une héroïne adultérée au cannabinoïde de synthèse. Ça se déroule en mai 2023. Et donc, on a une série d'overdoses, des consommations d'héroïne dans le nord-est parisien et les Hauts-de-Seine, et une série avec un cluster important de passages à l'hôpital. Il y a des effets indésirables graves. C'est le réseau ATP, enfin c'est le laboratoire ATP IDF, donc Île-de-France, qui est notre laboratoire mère, on va dire, parce que c'est le plus ancien et certainement un des plus performants, qui va récupérer, dans le cadre de l'analyse RDR, un échantillon amené par des usagers, donc effectivement immédiatement, du fait du lien particulier qu'ont ces laboratoires avec les usagers, ils sont en capacité de récupérer du produit. Et là, c'est une vieille technique qui va permettre de mettre en évidence la présence de cannabinoïdes de synthèse. Alors initialement, ça se passe d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il y a des points particuliers lorsque sur la plaque de CCM, les chimistes repèrent qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas uniquement aux tâches de l'héroïne, et donc effectivement, il va s'avérer, après confirmation auprès du CHU de Garches, qu'il s'agissait de 2 cannabinoïdes de synthèse. En parallèle, le réseau synthèse est aussi sollicité et va effectuer aussi une série d'analyses et mettra en évidence d'autres cannabinoïdes qui n'étaient pas apparus lors de cette première analyse. Autre cas, c'est un cas en festif. Festif généraliste. Il s'agit d'une analyse de MDMA qui va se révéler être une catinone de synthèse de 4-CMC. Donc ça se déroule en août 2023. On est face à un groupe mixte de 19-20 ans qui se présente à nous pour une analyse de MDMA. On le passe à la technique du FTIR, donc le spectromètre infrarouge. Et le FTIR va effectivement confirmer la présence de 4-CMC. Nous aurons une confirmation par synthèse de ce même résultat.
Donc, ce qui a permis de faire un travail de réduction des risques directement avec des usagers qui ne s'attendaient pas à prendre ce produit-là. Enfin, cas qui est assez connu en ce moment, puisqu'on a une circulation ce qu'on appelle la cocaïne rose ou du 2CB. Donc ça, c'est pour octobre 2023. C'est une collecte en milieu urbain, une personne qui a 22 ans. Effectivement, lors de la première analyse, notre FTIR va mettre en évidence de la 3-MMC. Et avec un petit match de kétamine, dira notre chimiste après soustraction. Donc, il faut faire une petite manipulation pour arriver à se rendre compte de ce produit-là. Et ce n'est pas si évident que ça. Effectivement, là, comme nous ne sommes pas en festif, nous pouvons le passer en CCM. Il y a une identification de 3-MMC, de kétamine et de MDMA. Excusez-moi, il y a un D en trop. Et puis, une tache rose non identifiée. Et là, le synthèse va nous permettre d'identifier que justement, il y a bien une X-MMC, puisque là, la 3 n'est pas possible d'être mis en évidence, mais c'est la grande famille des catinones, de la kétamine, de la MDMA, et les petites taches, c'était du glucose et du saccharose. Merci. Ouais, peut-être Marion, t'installer ici. On va te faire de la place, on va se décaler. Donc maintenant, un travail d'évaluation, du déploiement via un dispositif qui s'appelle CheckNow. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Parfait. Merci beaucoup. Je suis Marion Aubert. Ah, il ne sort pas dans le... Donc, je suis Marion Aubert. Je suis militante de la lutte contre le VIH et j'ai été très longtemps intervenante en réduction des risques. Aujourd'hui, je suis chargée d'études au CESTIM, qui est une unité INSERM basée à Marseille. Je remercie Per Yenrou, qui est notre chef d'équipe, de m'avoir donné l'opportunité de découvrir la réduction des risques sous l'angle de la recherche académique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le déploiement du projet CheckNow, qui est un projet d'évaluation du déploiement et de l'efficacité de l'analyse de drogue en France. C'est un projet qui bénéficie d'un financement IRESP sur 36 mois, qui se déroule de 2021 à 2024. Il a été initié par Laëlia Briand-Madrid et Perrine Roux, qui est l'investigatrice principale, ainsi que Pierre Chapard, qui est le président de Psychoactif. Donc, c'est une recherche communautaire et participative qui porte sur le drug checking comme service de RDR, pour le coup, donc comme proposition aux personnes utilisatrices de drogue de la possibilité d'analyser toxicologiquement un échantillon de leurs produits afin d'en connaître la composition. Et donc aujourd'hui, la recherche a l'opportunité d'accompagner le déploiement de ces dispositifs. Et donc, démarre le projet CheckNow. Donc l'objectif principal, c'est d'évaluer l'efficacité de l'analyse de drogue en termes d'une part, réduction des événements indésirables donc chez les personnes qui consomment, mais aussi d'amélioration de leurs connaissances et de leurs pratiques, ainsi que de leur sentiment d'auto-efficacité. Les objectifs secondaires du projet, c'est de comprendre l'impact des caractéristiques des personnes utilisatrices. Donc, les caractéristiques, ça peut être d'âge, de genre, mais aussi de typologie, pour utiliser un mot pas très beau. Est-ce que c'est des personnes qui fréquentent les espaces festifs? Est-ce que c'est plutôt des personnes qui consomment de manière insérée ou dans des contextes sexuels, ou des personnes précaires qui fréquentent, par exemple, des structures comme les CARUD? Parmi les autres objectifs secondaires, il y a aussi celui d'étudier l'impact de l'analyse sur les pratiques professionnelles, donc des intervenants et des intervenantes qui la proposent, mais également d'explorer les perceptions de ces mêmes intervenants, et bien sûr aussi d'étudier le rôle du numérique dans la diffusion et l'impact de l'analyse de drogue. Donc ce projet, c'est un projet de recherche communautaire et participative.
Donc, il est organisé classiquement autour d'un conseil scientifique qui encadre la recherche en s'assurant de son bien fondé scientifique. Également d'un comité de pilotage qui prend plus des décisions opérationnelles et qui est composé de structures qui proposent de l'analyse et des professionnels expertes du drug checking. Donc, vous avez tous les noms des structures. Et enfin, la troisième composante, mais non la moindre, c'est le conseil communautaire, qui est une instance composée de personnes utilisatrices de drogue qui ont un droit de regard sur l'étude à tout moment et qui ont un avis à valeur décisionnelle sur la recherche. Donc l'expertise de ce conseil communautaire, elle est essentielle pour adapter la recherche et les outils d'enquête à la réalité et aux besoins des personnes. C'est aussi un lieu d'échange et de réflexion très riche entre les membres de la communauté, à l'abri des regards extérieurs. Je tiens vraiment à saluer le travail qui est fait en conseil communautaire et qui nous a permis de construire des outils, on espère, au plus près des réalités des personnes qui ont recours à l'analyse. Donc, dans ce conseil communautaire, il y a des structures comme Nouvelle Aube, Psychonautes, Technoplus, Psychoactif et Keep Smiling. Pour ce qui est de la méthode du projet, donc, comme je l'ai dit, c'est une recherche communautaire. C'est aussi une recherche sur la mise en œuvre, donc qui va s'intéresser aussi à l'implémentation de l'analyse de drogue comme dispositif de RDR, comme service de RDR. Il est composé de 3 phases que je vais... Voilà, donc la première phase, c'était déjà une identification un petit peu de toutes les structures qui pratiquent et proposent l'analyse et la mise en place d'une étude de type Delphi. Donc je vais vous présenter quelques résultats qui a été proposée à toutes ces personnes expertes de l'analyse. Donc cette phase, elle a été initiée par la Elia Brière Madrid, que je remercie, que je salue et que je remplace aujourd'hui dans la coordination de ce projet. La seconde phase du projet, elle porte plus sur l'étude d'efficacité en elle-même. Donc il y a une dimension quantitative avec un questionnaire longitudinal puisqu'il va être administré 3 fois aux personnes à l'inclusion au mois 0, puis 6 mois plus tard, puis encore 6 mois plus tard. Il s'adresse à toutes les personnes utilisatrices de drogue, qu'elles aient recours ou non à des dispositifs de drug checking. Et il sera complété par une phase un peu plus qualitative avec des entretiens semi-directifs auprès de ces mêmes personnes. C'est un projet ambitieux puisqu'il vise de toucher environ 1000 personnes utilisatrices de drogue, tout en sachant peut-être qu'à la fin, seulement la moitié auront pu être maintenues tout au long de l'étude. La dernière phase du projet, elle va s'intéresser à l'impact de l'analyse de drogue sur les pratiques des intervenants en RDR, qu'ils et elles soient professionnels ou bénévoles. Et cet impact-là, on va essayer de l'étudier par des focus group qui vont être proposés prochainement. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats de la phase 1, donc qui est terminée, et qui a consisté en une enquête de type Delphi. C'est une méthodologie d'enquête auprès d'experts qui procède par aller-retour. C'est un peu galère à présenter, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est une enquête qui s'est déroulée en 3 tours, entre juillet et novembre 2022. Et donc, on soumettait au panel d'experts qui avait été identifié lors de la phase 1 121 propositions, 121 phrases au départ, donc qui concernaient l'analyse et qui portaient à la fois sur les profils de personnes qui pouvaient y avoir recours, mais aussi sur les techniques, donc qui ont été bien présentées auparavant, qu'elles soient qualitatives, quantitatives. Les personnes qui ont été consultées, voilà, c'est des experts, c'est-à-dire des structures qui pratiquent la collecte ou l'analyse. Donc, ça peut être autant des associations que des établissements type Xapacarud, mais également des acteurs communautaires ou issus de l'autosupport qui proposent aussi de l'analyse. Donc, on envoie 121 phrases aux participants, aux participantes, et les personnes vont se positionner en disant si elles sont plus ou moins d'accord avec la proposition qu'on leur soumet, tout à fait d'accord à tout à fait pas d'accord. Et de là, on va isoler toutes les phrases qui ont recueilli plus de 75% de consensus. Est-ce que 75% des participants étaient d'accord ou pas d'accord avec cette proposition?
Quand il y avait ce type de consensus, on retirait la proposition de la liste pour le second tour. Donc, les personnes qui ont eu la gentillesse de participer, elles ont vraiment passé du temps à se positionner. Donc, au départ, au tour 1, c'était sur 121 propositions, pardon, Sabrina. Et 47 personnes ont participé. Ça nous a permis donc, doter les propositions qui recueillaient plus de 75% de consensus pour le tour 2. Donc là, on leur a proposé 68 propositions sur lesquelles ils ont été sommés de se positionner à nouveau. On n'avait pas perdu grand monde puisqu'il restait 42 participants. Ça devenait de plus en plus dur de se positionner puisque, évidemment, les propositions qui restent, c'est celles qui recueillent le moins de consensus. Et donc, le troisième tour restait 61 propositions pour 38 personnes qui ont participé. À la fin des 3 tours, il restait donc 48 propositions. C'est celles qui ne faisaient pas consensus. Donc, c'est un peu l'intérêt de cette méthode, c'est un peu à la fois de réaffirmer ce qu'est le drug checking pour les personnes qui en sont expertes, mais aussi de mettre un peu à jour les dissensions, les consensus autour de ces questions. Et ça nous a permis de construire les outils d'enquête aussi de manière plus adaptée. Donc, les résultats. Ce qui a fait consensus parmi les experts de l'analyse de drogue, eh bien, sans surprise, c'est qu'elle reste attractive pour toutes les personnes utilisatrices de drogue, mais qu'elle permet aussi un maintien dans les structures et un contact peut-être parfois plus fréquent avec les structures de réduction des risques qui la proposent. Les experts considéraient aussi que l'analyse améliore les connaissances et les pratiques des personnes, en même temps qu'elle leur permettait d'éviter les complications, les surdoses et de partager de l'information à RDR dans leur réseau de consommation. Consensus d'opinion également sur le fait que l'analyse, elle enrichit l'offre de services en RDR et qu'elle favorise l'intervention précoce. Un consensus intéressant, ou du moins qui nous a paru saillant, c'est que le drug checking en service de RDR, tout le monde était OK pour dire qu'elle ne devait pas exclure les personnes usagères revendeuses ou vendeuses de produits. Donc, elle devait être ouverte aux dealers, en gros. Mais pour le coup, qu'elle ne devait pas être ouverte aux parents ou aux personnes qui désiraient faire analyser les produits d'autres personnes. Donc, ça nous a paru quand même des résultats assez intéressants. Il n'y avait pas de consensus, par contre, sur les modalités de mise en œuvre, ce qui n'est pas très surprenant, puisque parmi les experts, il y avait autant des personnes et des représentants de l'autosupport que des structures beaucoup plus institutionnelles, on va dire. Du coup, peu de consensus sur la standardisation des dispositifs de drug checking. Consensus également sur le fait que l'analyse, elle devait être accompagnée d'un entretien de collecte et de conseil en réduction des risques, que ce n'était pas évident de dire qu'elle ne pouvait être constituée que du rendu des résultats, même si ça peut être de la réduction des risques en soi, d'apprendre le résultat d'une analyse. Consensus également sur le fait qu'une formation était nécessaire pour le rendu des résultats et la réalisation des entretiens. Également, excusez-moi, je suis stressée. Ok, merci. Vous dites si ce n'est pas clair. La formation à l'analyse de drogue, donc il y avait un consensus également sur le fait qu'elle devait être ouverte à des personnes issues du milieu communautaire, à part peut-être pour la technique HPLC, puisque c'est un dispositif qui nécessitait peut-être plus de compétences pour sa mise en œuvre. Donc là, il y avait 63% des répondants qui étaient d'accord. Donc on ne pouvait pas parler de consensus puisqu'il n'y avait pas les 75% requis. Consensus également sur le fait que les tests colorimétriques, les marqués, ils pouvaient être distribués directement aux personnes utilisatrices de drogue dans les CARUD, que ça pouvait constituer un service en soi. Consensus également autour du fait que si le produit à analyser ne correspondait pas au produit déclaré ou attendu par la personne, eh bien, on ne lui demande pas de se débarrasser du produit. Et enfin, au niveau des délais acceptables de rendu des résultats, tout le monde était d'accord, toutes techniques confondues, pour considérer qu'au-delà de 3 jours, ça ne permettait plus vraiment d'être un vrai service de RDR. Voilà, on a fait
suite aux discussions en comité de pilotage et surtout en conseil communautaire et aux remontées des associations, on a souhaité faire un focus sur l'analyse à distance par voie postale. Et donc, on avait proposé un petit module de questions dans le Delphi sur ce dispositif qui est en déploiement. Donc là, les experts étaient OK pour dire que l'analyse à distance, elle devait être gratuite, hors bien sûr le prix du timbre, et qu'elle devait être proposée par toutes les structures qui proposaient de l'analyse de drogue, qui pratiquaient de l'analyse de drogue. Également sur le fait que l'analyse à distance, elle doit se faire, la collecte de l'échantillon doit se faire sous forme sèche, en gros, et non sous une forme non consommable, ce qui rajoutait un frein supplémentaire à l'accès à l'analyse pour les personnes utilisatrices de drogue. Et enfin, un consensus sur le fait que les résultats de l'analyse à distance, ils devaient être rendus accessibles à toutes et tous, par exemple sur un site internet, où l'interprétation des résultats, donc bien évidemment anonyme et sans flécher le résultat à une région ou à un type de personne qui a proposé l'échantillon, elle pouvait être faite en ligne par des personnes issues du milieu communautaire ou de l'autosupport. Parmi les éléments du Delphi qui n'ont pas fait consensus, donc il n'y avait pas de consensus sur le fait que les usagers ils se lassaient de l'analyse qualitative. Voilà. Pas de consensus non plus sur le fait que les usagers consommaient moins suite à une analyse, qu'en gros, ce n'était pas un outil qui était utilisable dans la réduction des consommations, c'était avant tout un outil d'information. Donc, pas de lien entre les consos, en gros, et le recours ou les résultats d'une analyse de drogue. Également, pas de consensus sur le fait qu'une analyse concordante entre le produit confié et le résultat augmentait le sentiment de sécurité vis-à-vis de la conso. Pas de consensus non plus sur le fait qu'un résultat discordant devait conduire les intervenants à dissuader les personnes de consommer un produit ou dissuader la personne de consommer ce produit. Ce qui était marrant, c'est que par contre, sauf pour les publics festifs. On en avait discuté en conseil communautaire et les experts ont jugé que les consommateurs issus du milieu festif seraient plus dissuadés de consommer si le résultat ne concordait pas avec le produit qu'ils avaient confié pour analyse. Pas de consensus également sur le fait que l'analyse de drogue, elle permet aux intervenants d'avoir moins de jugement sur les personnes. En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de l'analyse, il n'y avait pas de consensus sur le fait que les structures qui proposaient du drug checking devaient s'allier à un laboratoire de toxicologie. Ce résultat, on ne l'a pas très bien compris et on pense qu'il est lié aussi à la complexité, à la manière dont on avait formulé les questions, qui était pas très claire en fait, tout bien réfléchi. Pas de consensus également, et ça c'est sans surprise, sur le fait que personne ne savait trop comment envisager la protection des personnes dans le cadre répressif de la loi de 70 et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Comment on fait pour garantir aux personnes qui viennent recourir à de l'analyse, donc confier un échantillon, donc qui transportent du produit, ou aux intervenants qui vont en détenir puisqu'ils vont le manipuler, comment faire pour garantir à ces personnes un cadre légal. Une simple lettre au préfet ne suffirait pas, bizarrement. Enfin, pour ce qui concerne les temps forts de l'analyse, comme l'entretien de collecte, l'analyse proprement dite et le rendu des résultats, il n'y avait pas de consensus sur les modalités de l'entretien de collecte. Est-ce qu'il doit s'assortir de conseils de RDR? Est-ce qu'il doit purement et simplement renseigner sur le drug checking? Est-ce qu'il peut se faire par téléphone? Est-ce qu'il doit obligatoirement être fait en face à face? Voilà, également pour l'analyse à distance, les modalités de prise de contact, d'échange avec la personne qui confie son produit. Voilà, il n'y avait pas de consensus puisque c'est encore en construction tous ces dispositifs. Et pas de consensus également sur les modalités de rendu du résultat. Est-ce que cela doit être fait selon un protocole standardisé? Est-ce que cela peut être rendu public sur une application?
Je vais passer rapidement sur la phase 2 qui est l'étude d'efficacité, juste pour vous dire que ça y est, on a finalisé le questionnaire, que le protocole il est prêt, il a été approuvé par le comité d'éthique. Et donc le questionnaire, les modules, classiquement, ils vont porter sur les caractéristiques socio-démo. Donc ce questionnaire, je rappelle, il s'adresse aux personnes utilisatrices de drogue, qu'elles aient recours ou non à l'analyse. Donc quelques questions socio-démo, quelques questions sur la santé, les effets recherchés dans les consos, les effets indésirables rencontrés, le recours aux soins. Une échelle d'auto-efficacité qui va permettre un petit peu de mesurer le sentiment et les capacités perçues des personnes. Un module sur les connaissances des drogues. Le but du longitudinal, en fait, c'est de voir si des personnes qui n'ont pas eu recours à l'analyse au mois 0 et qui aura peut-être eu recours dans les 12 mois, est-ce que ça aura changé? Est-ce que ça aura eu un impact sur leurs connaissances, sur les produits, mais aussi sur leur sentiment d'auto-efficacité? Un module bien sur les consos, les produits consommés, les modes de consommation, les contextes de conso. Un module sur l'analyse proprement dite, donc l'accès aux dispositifs, leur connaissance, le recours. Et enfin, un module sur l'analyse à distance par voie postale qui a été ajouté donc à la demande des assos et des personnes qui proposent l'analyse. Également, une grille d'entretien a été construite. Voilà, donc le but de l'étude d'efficacité, c'est de répondre à la question: le recours à l'analyse de drogue permet-il de réduire les événements indésirables liés à l'usage et d'améliorer les connaissances et les capacités d'agir des personnes utilisatrices? Ce question, il sera online, en fait, et il sera administré, auto-administré. En fait, c'est les personnes elles-mêmes qui répondront aux questions. Il sera diffusé sur les sites internet, les réseaux sociaux, les médias de toutes les assos participantes et partenaires. Et on portera attention également à rendre possible la participation à ce questionnaire aux personnes plus précaires, moins connectées, qui fréquentent les CARUD et qui peut-être auront plus de mal à cliquer sur le QR code. Voilà. La phase 3, elle portera sur l'impact, comme on l'a dit, chez les intervenants qui proposent le drug checking. Les résultats attendus du projet Check Now, pour les personnes utilisatrices de drogue, encore une fois, c'est de démontrer l'efficacité du drug checking sur des critères de santé, de connaissance, de pratique et d'empowerment. Concernant les professionnels de la RDR, il s'agira pour elles et eux de comprendre les bénéfices de cette intervention et de mieux l'intégrer à leur pratique professionnelle. Et enfin, pour les décideurs et les pouvoirs publics, il s'agira de les aider à la définition des modalités de mise en place de l'intervention et de pouvoir apporter des données scientifiques utiles aux politiques publiques. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Marion, c'était très clair, c'était très difficile à expliquer. Moi j'ai participé à l'étude avant de comprendre exactement comment fonctionnait cette première partie. Et il nous a fallu du temps, mais ça, on l'a compris à fur et à mesure. Au bout du troisième questionnaire, où systématiquement ces questions revenaient. En tous les cas, merci pour tout ce travail qui va permettre justement de nous éclairer sur l'évaluation de ces dispositifs d'analyse de drogue qui aujourd'hui sont un peu disparates en France et aussi à l'étranger. En tous les cas, ça va nous permettre d'avoir une bonne base, une base solide pour travailler tous en réseau. Merci beaucoup. Peut-être juste un mot supplémentaire sur le fait qu'on essaye actuellement d'étendre ce projet à l'échelle européenne, en s'appuyant notamment sur le réseau TEDI. Et du coup, on cherche des sous. Voilà. Il faut les trouver. Maintenant, je vais passer la parole à la salle. Des questions, les mains se lèvent. Merci Cyril. Du coup, moi c'est Victor, je travaille au bus 3132 et notamment je gère le dispositif Drug Lab. Moi je me questionnais, je voulais revenir un peu sur ton intervention Marion, qui était très claire, plus que les 3 couches de Delphi. Est-ce que vous êtes bien sûr d'avoir le même avis que la semaine dernière? Ouais, peut-être encore, non, on ne sait pas. Moi je trouve ça au final assez sain qu'il n'y ait pas de consensus sur une bonne partie des éléments. Et j'aurais aimé un peu avoir votre perception par rapport à ça, parce qu'effectivement, la logique du One Best Way, la meilleure façon de faire, ça a ses limites. Il y a plein de diversité de pratiques.
il y a plein d'usagers, de clients différents et qui n'ont pas envie du même Carude, qui n'ont pas envie du même XAPA, et pourquoi ils auraient envie du coup d'un dispositif d'analyse standardisé avec les mêmes méthodes. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cette espèce de pression lourde institutionnelle à tous faire pareil là-dessus, plus que sur autre chose. Du coup ça m'interroge. D'autant plus que bon, eh ben, il n'y a pas de consensus sur les modalités de mise en œuvre, mais il n'y a rien dans la loi sur les modalités de mise en œuvre. Donc c'est assez intéressant que puisse vivre. La diversité est une richesse, non, c'est ça qu'on dit. En tout cas, ça me fait bien marrer tout ça. Et du coup, j'aimerais mettre ça un peu à la réflexion de l'équipe. Cyril, ton colis n'est pas arrivé chez nous. Il va falloir que tu vérifies avec la poste si tout va bien. Et puis effectivement, après, sur les histoires de, bon, on va peut-être rejoindre ATP dans le futur, mais aussi par rapport au groupe de travail qu'on a eu avec la Mildeka récemment, c'était quand? C'était lundi après-midi, où on avait un focus sur la 3MMC et le Catinone, et on voyait que, bah, en fait, il y a des gens qui sont très très loin quand même de vouloir faire de l'analyse de drogue un outil de réduction des risques qui puisse être collectif et pas seulement individuel. Et j'entends par là de qu'est-ce qu'on fait en fait des résultats agglomérés, à quel moment on arrive à tendre une information, à quel moment on arrive à être réactif, et effectivement avoir une visée peut-être préventive et se placer un peu au-devant des problématiques, parce que, bon, que les résultats, enfin les usagers aient accès à leurs résultats, c'est la base. Mais après qu'on a des résultats agglomérés super inquiétants, genre il n'y a même pas 20% des échantillons de 3, c'est de la 3, ben, en fait, à quel moment on est capable d'alerter en fait les personnes utilisatrices de drogue, à quel moment on garde cette information pour nous parce que juste on est trop frileux et qu'on n'est pas capable d'agir collectivement sur ces questions-là. Voilà. Non, débrouillez-vous avec ça. Bah, peut-être sur la standardisation, j'imagine que l'enjeu très pragmatique, il est aussi de pouvoir proposer le drug checking comme un service de santé publique et donc d'obtenir des financements qui ne soient pas juste des crédits très ponctuels ou très inégaux selon les territoires et les structures qui la proposent. Je partage ton avis sur la diversité et en effet, tous les échanges qu'on peut avoir dans toutes les instances de l'étude, ils montrent bien que c'est très intéressant de proposer une analyse peut-être moins formalisée, que parfois toutes les étapes de la formalisation, elles peuvent faire fuir certaines personnes. Et voilà, tout simplement que la standardisation, elle permettrait de financer du drug checking peut-être à l'échelle nationale. Bon, je réponds à Victor, mais pour que l'Assemblée sache, c'est qu'on a participé ensemble à la réunion. Du coup, forcément, c'est aussi pour votre bonne information. Tes réflexions sont très intéressantes. Et merci à tous pour la qualité de vos présentations. C'était passionnant. À partir de quand il faut s'inquiéter? Ça, c'est une question qui n'est jamais complètement résolue. En tout cas, quand tu parles de oui, il n'y a que 20% des collègues de Catinone qui en fait sont vraiment la Catinone qu'on attendait ou qui a été annoncée lors de l'obtention du produit, bah justement, l'intérêt, c'est de croiser les sources de données, croiser les résultats analytiques des différentes techniques, des différentes modalités de collecte. Donc, ça veut dire que ces informations-là, ces signaux-là, on les voit à travers le drug checking, on les voit à travers Synthèse. Ou d'autres initiatives au niveau local. Et en fait, c'est justement ça. Si le message clé est observé, en tout cas la conclusion, elle est à travers justement une approche multisource, ça étaye aussi l'argumentation. C'est-à-dire que si on voit partout, à travers tous les outils dont on dispose, la même conclusion, faut transmettre ça, faut éclairer justement les pouvoirs publics. Et là, du coup, c'est aussi notre rôle en tant qu'observatoire, c'est qu'on peut justement délivrer ce message vu qu'on a un dispositif qui nous permet aussi d'assurer une qualité des analyses. Pour le coup, une standardisation parce que le questionnaire est identique partout. Les modalités de collecte sont identiques partout. Alors ça, c'est tombé. Les collecteurs ont la même formation. Et du coup, il y a aussi des limites méthodologiques, mais c'est aussi une force du dispositif. Et du coup, ça entre aussi la complémentarité entre les dispositifs d'analyse de produits. Si on observe tous ce message-là, nous, on le transmet justement par nos résultats d'études, par nos publications, on le dit.
et ça sera dit dans le point synthèse 2022, par exemple. Là, je suis un peu mon autopromo en toute autodérision, mais ça sera dit, c'est un vrai signal marquant de l'année. Mais ça aussi s'explique justement par d'autres sources de données, notamment sur les trafics, sur l'offre, sur les réglementations qui évoluent au niveau national, international. Et justement, c'est aussi notre rôle en tant que scientifique, c'est d'apporter des éléments d'information aux décideurs. À partir de quand, c'est un peu insoluble parce que ça dépend des situations en fait. Moi, très rapidement, sur la question de la diversité, je crois qu'au réseau ATP, on est assez d'accord sur la diversité. Si une diversité n'était pas pris par l'Union européenne, je pense qu'on aurait pu le prendre pour ATP. Et l'idée, c'est pas de standardiser, nous, les pratiques. Ce qu'on veut standardiser, par contre, c'est la qualité de l'information qu'on peut donner à une personne qui analyse ses drogues. Et que si elle va donner la même poudre à Paris ou à Nantes, ce serait bien qu'elle ait, on veut s'assurer qu'elle ait le même résultat. Parce que ça, c'est important pour nous sur la qualité, aussi sur la posture des gens. C'est pour ça qu'on a une formation sur la posture qu'on a et s'assurer qu'à chaque fois, c'est une posture de RDR qui reprend ce qui a été dit. Et ensuite, sur la diffusion des résultats, ça, c'est justement, c'est une discussion qu'il y a au sein du réseau, comment on diffuse les résultats. Là encore, on n'est pas standardisé puisque Psychoactif, qui est membre du réseau, les diffuse sur le forum. Et justement, il y a des discussions sur le forum sur les résultats. Mais c'est une grande discussion qu'il va y avoir cette année sur comment on communique et surtout qu'est-ce qu'on veut communiquer. Parce que dire qu'on veut mettre les résultats sur Internet, c'est de quelle manière, comment et surtout pourquoi. Donc ça, c'est une réflexion qu'on va avoir sur effectivement quel message on transmet dans l'objectif toujours d'empouvoirer les personnes qui utilisent les drogues. Bonjour. PH sur un hôpital pas loin, Palois. Je suis en pédopsie et en addicto, donc je suis au carrefour de tout ce qui se fait avec Synthèse, le FDT, et je vous remercie pour ces nuits où on peut lire plein de trucs, où on en ouvre toujours plus, et des trucs hyper intéressants et toujours plus. Moi j'ai une question, j'ai travaillé pendant 1 an en XAPA en fait, en tant qu'interne, et après je suis passé de l'autre côté du miroir, je suis allé en centre hospitalier. Et en centre hospitalier, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un silo de plus dans un réseau, c'est-à-dire qu'on passait sur une pharmacie hospitalière et plus sur le réseau de RDR dès que ça pas du médico-social. Et donc là, on perdait aussi des données hyper importantes. Je vois à l'ère de la pharmacogénétique et des possibilités qu'il y ait plein de cytochromes et plein de choses qui fassent qu'en plus, on ait les effets que vous décriviez, que le patient, je pensais être défoncé comme mon pote, mais non, je ne l'étais pas. Donc on a tous ces éléments-là. Et je me demande quelles sont les interactions qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que je vois tous les résultats sur le produit sec, avec toutes les techniques et tout ce que ça te demande comme consensus et comme dissensus et comme technique de RDR. Mais là, derrière, le patient, on ne sait pas exactement quel est par rapport à ces prélèvements sanguins. Il n'y a jamais eu d'expérience qui a été faite, qui a été accompagnée avec des dosages qui soient plus poussés aussi sur l'aspect pharmacologie, mais aussi l'aspect biologie sanguine. Ne serait-ce que par rapport au cytochrome, on voit les dosages maintenant de médicaments, on sait qu'à 75%, les psychotropes, quand ils sont prescrits, sont hors des zones thérapeutiques. Ça, c'est les résultats qu'on a en pharmacologie clinique. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des interactions plus fines pour les usagers ou avec aussi des prélèvements sanguins pour identifier en plus des éléments, ou est-ce que légalement, on est bloqué Je comprends pas exactement ce que vous voulez faire. Parce que vous voulez faire de l'analyse biologique poussée, c'est-à-dire évaluer l'impact des cytochromes sur les différents taux. L'analyse que vous faites actuellement, c'est qu'une analyse de produit. Oui, mais en fait, il y a les deux. En fait, ça dépend où vous vous situez. C'est-à-dire l'analyse de produit, c'est plutôt une analyse en dehors des centres hospitaliers pour des usagers qui viennent en XAPA à Carud. Après, dans les centres hospitaliers ou les CHU, on a nos laboratoires de toxicologie analytique. Et en fait, quand un patient est hospitalisé et qui présente un effet qui peut être lié soit à une substance, soit à un médicament détourné ou pas, on peut effectivement faire de l'analyse toxicologique sanguine ou urinaire pour déjà détecter le produit qui a été consommé. Et après, faire dans certains cas ce qu'on appelle nous du suivi thérapeutique pharmacologique, c'est-à-dire doser le médicament pour voir si effectivement il est dans la zone thérapeutique ou s'il est en surdosage. Et après, l'analyse des interactions médicamenteuses, ça peut être fait pour évaluer le risque d'effets indésirables
ou de toxicité par les centres de pharmacovigilance ou d'addictovigilance. Oui, donc c'est la réponse CHU centrée qu'on a habituellement, qui est liée à des cas qui sont immédiatement identifiés, mais la réalité des pratiques de clinique sur des centres hospitaliers, des EPSM qu'on a partout en France. Oui, mais après, il faut se mettre en relation Oui, mais ça, avec j'en suis... des centres qui font l'analyse. Nous, on travaille sur Montpellier, on travaille avec le centre de Béziers, avec les centres de Narbonne, de Non, mais Perpignan. on est déjà là-dedans. Il y a des réseaux, Oui, des voilà. Coréades au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui organisent tout ça. Enfin, il y a pas de souci. Et le problème, c'est que l'information délivrée par rapport à ces prélèvements, à tout le travail de synthèse, est fait essentiellement en situation de RDR. Et que nous, après le travail fait en psychiatrie avec des praticiens hospitaliers de psychiatrie, au niveau de la connaissance par rapport à tous ces éléments, n'est pas du tout diffusé. Donc, on a aussi, nous, tout un travail aujourd'hui qu'on essaye de mener là-dedans. Est-ce que ça peut être un travail avec synthèse dans ces réseaux-là, avec l'hôpital de Tarbes, avec le docteur Petit-Colin, sur cette question aujourd'hui de nos usagers par rapport au CBD. Enfin, moi, je vois le cas dans les CHS de patients qui arrivent en fumant du CBD, pour lequel on a des résistances sur de la clozapine, sur du Zyprexa, ils fument du CBD, et en fait, on s'aperçoit, quand on regarde tous les travaux qui sont faits depuis des années sur la multiplicité des CBD différents, qu'on a des interactions majeures. Ça, c'est des réalités, et ça, on n'arrive pas à le mesurer, ou alors on le mesure tous petit labo par petit labo, sans une coordination. Alors, je vais rappeler juste le cadre de synthèse. Donc, synthèse, ça a pour objectif de collecter des produits. Si on parle de prélèvement sanguin, il y a des enjeux aussi éthiques, bioéthiques. Notre objectif, c'est pas de déposer un dossier au comité d'éthique pour faire des essais cliniques. Donc, il y a ce premier volet-là, c'est on n'est pas mandaté, missionné pour faire des essais de génotypage des usagers qui scellent leurs produits. Donc ça, c'est un premier aspect d'un point de vue réglementaire. Après, c'est vrai qu'il y a encore un cloisonnement entre le milieu hospitalier, les praticiens hospitaliers et les praticiens qui sont en structure, qui n'ont pas du coup le même savoir en termes de pratique professionnelle, parce qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes réalités. Comme le disait Hélène, s'il y a une personne utilisatrice de drogue qui est intoxiquée, en l'occurrence admise, il y a des prélèvements sanguins qui sont faits, il y a un screening toxicologique qui est fait, et dans certains cas, il y a une possibilité de collecte synthèse qui est réalisée. Et du coup, ça nous permet, dans certains cas individuels, d'avoir à la fois les données tox biologiques et du coup la composition des produits. Donc ça, mais ce n'est pas les cas qui sont majoritaires et ce n'est pas les cas qu'on retrouve dans synthèse de façon systématique. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi les perspectives de développement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a dans le nouveau mandat de l'Agence européenne des drogues un pilier qui s'appelle développement de compétences. Et le but, c'est justement d'essayer de transmettre les savoirs et les connaissances à travers les différentes sphères professionnelles. Donc, il y a en effet tout un travail de coordination, de mise en relation des différents professionnels avec leurs différentes expertises, à la fois au niveau hospitalier, mais pas que. Donc ça, c'est un travail de fond qui doit se faire avec des dynamiques nationales, régionales et aussi partenariales surtout. Et ce n'est pas le cas actuellement. Et ça peut occasionner des obstacles à certaines prises en charge, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est aussi très établissement dépendant et très région dépendant. Parce qu'il y a des régions où c'est très fluide en termes d'échange d'informations entre les différentes expertises, toxicologie clinique, toxicologie analytique, REA, aussi en ambulatoire. Mais ce n'est pas le cas partout. Donc c'est un fait que vous avez rapporté, mais je n'ai pas forcément de réponse immédiate à ça. Et c'est des enjeux beaucoup plus structurants qu'une intervention en colloque, tout simplement. Après, Tarbes, vous dépendez de quel centre d'addictovigilance? C'est Bordeaux ou c'est Toulouse? Vous êtes en Nouvelle-Aquitaine? Je crois que c'est Toulouse. Toulouse? Oui, voilà. Dans ton outil de réduction des risques là, je sais pas si ça rentre, je suis désolé, mais je sais pas si ça rentre trop dans le cadre. C'est en tant qu'outil de réduction des risques, on est vraiment sur le produit et je pensais pas tant sur la toxicologie de jeu, je crois, mais aussi dans les
Ouais, moi, je voudrais poser des questions pour synthèse ou ATP. Je ne sais pas qui va me répondre, mais je vois que vous, du coup, je vais parler beaucoup des récoltes en festif. Donc, vous avez bien appuyé sur le fait que vous êtes aussi là pour de la vigilance, pour avoir l'accès, enfin, la vigilance notamment sur les nouveaux produits. On le sait très bien que la police et la majorité des pouvoirs publics sont toujours en retard sur les nouveaux produits qui arrivent. Et en fait, là où on trouve la majorité des nouveaux produits, des nouvelles tendances, je vais finir, c'est en festif et notamment en free party, en teuf, voilà. Et au niveau de la récolte, donc on peut faire de l'analyse, notamment, moi je pense à Technoplus, mais ils ne peuvent pas être partout. Et moi, par exemple, qui travaille en CARUD, mais qui fait aussi des interventions en festif, j'aimerais bien pouvoir faire des récoltes, et des fois, des récoltes sèches. Mon coordinateur synthèse de mon territoire m'a... non, mais en vrai, parce que des fois, ça peut être plus intéressant sur des effets m'a dit que ça rentrait pas dans le cadre. Donc moi, et que ça serait intéressant d'inventer une nouvelle carte, un nouveau truc, pour pouvoir faire des récoltes sèches, pour pouvoir faire des analyses plus poussées. Est-ce qu'il y a quelque chose de pensé par rapport à ça, que ce soit d'un côté ou pas, pour faire des analyses HPLC? Et deuxième question, je fais aussi quand même beaucoup aussi de récoltes sur mon CARUD. Je suis sur un gros spot d'héroïne. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des récoltes HPLC. Parce que c'est pour vraiment voir le taux et tout, notamment que c'est des usagers qui sont depuis très longtemps et qui se plaignent souvent que la drogue, l'héroïne n'est plus aussi bonne qu'avant, alors que les résultats ont tendance à être plutôt le contraire, donc les risques d'overdose sont là. On est aussi vachement réduit au niveau des cartes synthèse qu'on a le droit d'avoir par structure. Et donc là-dessus aussi, je pose aussi la question de pourquoi est-ce que, du coup, je trouve pas ça forcément... Enfin, du coup, voilà, c'est pas très efficient, que ce soit sur le festif et du coup sur les possibilités des cartes synthèse qui sont apparemment très réduites et qui du coup compliquent beaucoup le travail. Est-ce que je peux te demander de communiquer à l'auditoire de quelle région tu viens? Île-de-France. De quoi? Île-de-France. Ah. Mais je ne dois pas être la seule en France, il n'y a pas que l'Île-de-France. Donc, il y a plusieurs aspects dans ta question. Je vais essayer de répondre point par point. Concernant le transport de matières sèches, donc on va faire un petit rappel légal pour que tout le monde soit au point. On attend un décret de la loi de 2016 qui permettrait de lever du coup ce blocage du transport de matières sèches pour les actions de drug checking. En l'occurrence, Synthèse permet de collecter la matière sèche et de la transporter pour les collecteurs. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, je savais que tu le sais. Les interventions festives sont hyper intéressantes pour nous, justement pour documenter la circulation de nouveaux produits et de produits avec des compositions différentes, etc. Il n'y a pas de limitation de collecteurs d'après le guide méthodologique et d'après la coordination. Donc on est plus en fait au niveau national. Donc je parle du national. On a une tendance à l'augmentation du nombre de collecteurs qui est aussi lié au développement et au déploiement du réseau de drug checking. Souvent ça communique. Donc ça c'est une chose. Et en fait tu parles d'HPLC, mais c'est pas ça la différence entre synthèse et le drug checking, c'est la spectrométrie de masse. Donc c'est la détection, c'est pas la séparation pour le faire très vite. Et du coup, on détecte plus facilement et plus avec de façon plus sensible que la détection à ultraviolet. Donc je préfère juste clarifier, voilà. Mais pour les cartes de collecteurs, il n'y a pas de limitation au niveau national. Ça va être dématérialisé incessamment sous peu, donc normalement plus rapide à intégrer. Néanmoins, il faut quand même assurer des bonnes pratiques. Donc il y aura toujours une formation, la signature d'une charte, le listing des collecteurs. Et donc on peut se tenir au courant, notamment au niveau francilien. Normalement, il n'y a pas d'obstacle particulier. Okay. Ouais, j'aurais aimé réagir sur d'autres choses, mais du coup, sur une intervention de Sacha, j'aimerais comprendre sur
Ouais, sur le fait que ATP, en gros, vous disiez que il fallait standardiser la qualité du rendu de résultat, mais en gros, je comprends que c'est ATP et l'AIFA du coup qui à terme vont décider de ce qui est bon ou moins bon dans la qualité du rendu de résultat. Alors, alors la Fédération Addiction décide de rien sur. On n'est pas un. On peut. Oui, oui, mais après, on n'a aucun mandat pour définir des standards de rendu de résultat. Tout ce qu'on se dit, c'est qu'on veut accompagner les laboratoires qui font partie du réseau à rendre le meilleur résultat possible. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire du contrôle qualité, de la formation. Donc, l'idée, c'est pas de dire si vous ne rendez pas le résultat de telle manière, vous êtes viré du réseau ou vous n'êtes pas autorisé à faire l'analyse parce que de toute façon, ni on peut autoriser, ni on peut interdire qui que ce soit à faire de l'analyse. Mais l'idée, c'est d'accompagner tous les laboratoires dans leur démarche qualité pour qu'ils puissent rendre le meilleur résultat possible. Et encore une fois, l'idée, c'est pas forcément pour empêcher qui que ce soit sur l'analyse, c'est vraiment du point de vue des personnes qui ont recours à l'analyse, pour que où qu'ils aillent en France, ou au moins dans le réseau Analyse Ton Prod, puisque c'est la juridiction du réseau, la personne ait un résultat fiable et de la meilleure qualité possible. Et donc, où qu'ils aillent en France, la même poudre donne le même résultat et donne un résultat qui est correct. Donc, c'est ça que je disais dans le sens de standardiser. C'est pas standardiser les méthodes, parce qu'on a toutes les méthodes, c'est pas standardiser. On va pas créer un diplôme de chimie analytique en analyse de drogue de réduction des risques, mais en revanche, on veut faire en sorte que tous les labos aient les capacités et soient en mesure de donner un résultat fiable. Oui, très rapidement. Marion Aubert, vous avez présenté un truc plutôt novateur, je trouve. Moi, je m'intéresse à la réduction des risques, mais version offre. Et vous commencez à dessiner un truc sur l'accès des revendeurs à l'analyse de produits. Je trouve ça plutôt judicieux et intéressant, hein. Revendeurs, c'est pas ce qu'ils vendent, hein, c'est ça. Mais ma question, c'est est-ce qu'on a commencé à travailler à des messages de réduction des risques pour le revendeur? Qu'est-ce qu'il fait de son produit? Qu'est-ce qu'il fait de son produit? Ah. On a un flyer à TP qui s'appelle Deal Conso, justement, qui parle de ça. Qui est d'ailleurs super synthétique, donc je vous y envoie. Si vous écrivez Deal Conso espace Technoplus, c'est vraiment la première page que vous avez. Voilà. Alors, c'est une petite curiosité en fait. C'était juste sur les signaux d'alerte pour synthèse, parce que vous avez parlé du côté police. Et là, comme je ne maîtrise pas du tout, c'est quoi du coup une saisie qui a des atypiques qui va vous alerter pour des analyses plus spécifiques pour les usagers, je vois, mais du coup, dans les saisies, c'est quoi là? On va faire un peu des cas très très simples. Une saisie de 20 kg de cannabis qui correspond à du cannabis avec des teneurs qu'on voit habituellement, ça ne va pas être si atypique. Saisie par exemple du côté de Perpignan, ce n'est pas quelque chose d'atypique. Une saisie d'un lot de 500 grammes d'isotonitazène à Arras, ce n'est pas le cas, hein. Ça, c'est atypique et ça peut être préoccupant. C'est la quantité, c'est pas que la quantité, c'est aussi la nature du produit et la nature des substances identifiées dedans. Donc en fait, c'est lié aussi aux propriétés pharmacologiques, pharmacodynamiques. C'est pas une question de quantité, c'est pas une question de qualité non plus, parce que qu'est-ce qui se cache derrière la qualité? C'est un questionnement de recherche qui peut être très intéressant à exploiter, à creuser. C'est plus la nature des substances identifiées, le conditionnement, la forme identifiée, parce que par exemple, on peut avoir des kilos de bonbons avec des cannabinoïdes de synthèse, c'est aussi inquiétant, parce que la forme est inédite. Donc en fait, il y a plusieurs aspects, et ça, pour le coup, les laboratoires de police scientifique sont habitués à faire cet exercice-là. Et du coup, ils sont aussi à notre disposition justement pour adapter leur modalité de transmission d'informations. En effet, si on cherche par exemple de la cocaïne rose, qui est un produit émergent au niveau mondial, qui commence à arriver sur le territoire métropolitain, on peut leur dire, s'il vous plaît, transmettez-nous les saisies que vous avez de cocaïne rose. Et on peut voir aussi du coup des disparités territoriales. On peut voir des affaires, etc. Donc c'est un échange qui permet aussi de documenter justement l'offre. Et du coup, c'est très important aussi dans notre travail d'anticipation. Ce n'est pas de la prédiction au sens strict, mais c'est des éléments qui nous amènent à être vigilants sur tel ou tel aspect. Merci.